Et c'est parti. Yes. Alors, salut Gétro, et merci d'avoir accepté mon invitation à nouveau, parce que c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur de te recevoir. Alors là, pour le coup, tu es mon premier invité pour ce nouveau format. L'idée, c'est d'aller chercher en fait un film qui nous parle, qu'on a envie de venir présenter un petit peu pour diverses raisons, et justement, c'est ce que tu vas nous expliquer. Donc pour ceux qui connaîtraient pas Gétro, je vous invite à aller voir l'interview que j'avais faite pour l'épisode de La Flip, en l'occurrence, avec Rémi. Le nouveau format justement que je vous présente aujourd'hui s'appelle Horror News Film. Hein, on va rester sur du classique, sur du simple. Euh, et du coup, aujourd'hui, on va parler de quel film, j'ai trouvé. Je remercie de m'avoir invité et d'avoir fait de moi le parrain pour la primeur de cette émission. Merci à toi, Marc. Exactement. Et donc, quand tu m'as parlé de ce nouveau concept d'émission, j'ai choisi de parler de l'échelle de Jacob, le film d'Adrian Lyne, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté, puisque de toute façon, ton créneau, c'est l'horreur. C'est effectivement un film d'horreur. Mhm. D'aucuns disent un film d'horreur ou un thriller psychologique. Moi, à partir du moment où on met des limites et des murs entre les styles, ça m'emmerde un peu parce que, comme je crois que je te l'avais dit une fois, c'est toujours pour moi plutôt c'est des facilités mercantiles. Ça permet aux marchands de classer les choses dans les bacs pour les vendre. Clairement. Après, tu vois, après au niveau de ce que ça représente vraiment, chacun en fera chacun se fera son avis, mais en tout cas, pour moi, c'est un film d'horreur, mais c'est aussi un film fantastique. Ça peut être de l'épouvante, etc. En tout cas, c'est quelque chose de touchant, Mhm. dont, comme je t'ai dit, j'ai l'impression qu'on parle pas assez ou qu'on a oublié. Alors, je sais que c'était effectivement un échec au box-office, comme souvent, hein. Les films qu'on aime finalement sont des fours. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Les films Ah, que j'aime dans les et films cultes, c'est clair, il y en a beaucoup. Ouais. voilà, et souvent, je pense que c'est même presque une condition sine qua non. Faut que, à sa sortie dans son époque, il soit un four, incompris, que les gens passent à côté. Et c'est ce qui lui permet de devenir culte après, quand les gens y reviennent. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Des fois, c'est pour rigoler et faire comme dans les Simpsons. Je crois que c'est Nelson qui rigole comme ça. Nelson. Voilà. Ou parfois, c'est parce que les gens comprennent qu'il y avait quelque chose d'autre et qui ruisselait de ce film-là pour telle ou telle raison, et on y revient. Et parfois aussi, le public auquel il est destiné a priori n'a peut-être pas la maturité pour tout de suite saisir que ça va être quelque chose d'important dans sa vie. Et c'est peut-être un peu ça qui s'est passé avec l'échelle de Jacob. Je pense que c'est multifactoriel, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de parler de l'échelle de Jacob parce que, en tout cas, pour moi, c'est un film important qui revient comme ça régulièrement dans ma vie, que je regarde pour m'effrayer, pour me rassurer, qui est une espèce de... Il est là, tu vois, c'est une espèce de mantra que je que je me répète en le regardant et à la proximité duquel je continue de réfléchir, sachant que c'est un film en fait devant lequel je suis passé de nombreuses fois. C'est cette jaquette là. Hein, en Ouais. cassette vidéo et en DVD, parce qu'il est sorti en 90, donc j'ai eu le temps de le voir en fait dans les rayons des Virgin Megastore et des Fnac, etc. Et je suis souvent passé à côté. Alors évidemment, le titre était évocateur, mais je sais pas, il y a des choses des fois, tu n'as pas rendez-vous avec les œuvres et tu n'as pas rendez-vous finalement avec ton propre destin. Et un jour, ça se fait. Et donc, j'ai découvert ce film sur le tard. J'étais déjà adulte. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça m'a permis de le prendre dans la gueule et de comprendre des choses qui m'auraient échappé étant plus jeune, n'ayant pas l'expérience de vie Bien sûr. adéquate pour les apprécier et les mesurer. Mhm. Et en plus de ça, le fait de l'avoir vu adulte, ça m'a permis de le raccrocher à des références que je n'aurais pas eu si j'avais eu en 90, j'avais 14 piges, ouais. Si j'avais eu 14 piges, il y a des choses qui m'auraient échappé. Il m'aurait sans doute marqué pour plein de raisons, des raisons que j'arrive pas à m'expliquer moi-même aussi certainement, mais pas autant qui m'a marqué après. Donc ça c'est bien aussi, tu vois. Il n'y a pas d'effet Madeleine de Proust sur ce film-là. Ça a Mm. plutôt été livré à mon analyse d'adulte immédiate et déjà un peu, tu vois, un peu Rodé. brinque-ballante et voilà et en même temps assez solide et en même temps un peu brinque-ballante parce que plus t'avances dans la vie, plus t'as des doutes et plus t'as des doutes, plus t'essayes d'y répondre, plus t'essayes d'y répondre, plus tu crées ta structure pour y répondre. Bien sûr. Donc tout ça fait que voilà, il arrive là-dedans et c'est bien qu'il arrive à ce moment-là
Et donc l'échelle de Jacob, moi qui je vais arrêter de faire ça d'ailleurs, tu sais, je t'avais dit, on m'avait souvent demandé, on me demande souvent mon top 10 de films, etc. Et je refuse d'y répondre parce que c'est des choix impossibles et parce que c'est Eh un oui, déchirement et parce que comme j'ai l'esprit d'escalier, j'y repense pendant 3 jours après. Je me dis j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Et parce que de évidemment. toute façon, voilà, dans mon top 10, dans mon top 5, dans mon top ce que tu veux, ça change aussi. Mais en Mmh. réalité, je vais arrêter de faire ça et je vais essayer de faire un truc définitif parce que même pour moi, c'est apaisant et je ne rougirai pas à dire que l'échelle de Jacob fait partie du top 10. À quelle place, je sais pas. Mais en tout cas, oui, oui, c'est un des films qu'il me faut garder à proximité pour continuer d'être cohérent à titre personnel et aussi dans ce que je fais, dans ce que j'écris, dans ce que j'essaye de créer. Voilà. D'accord, ça marche. Alors juste, petite, pause pour dire que, on va spoiler le film. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Soit effectivement vous pouvez le procurer, en version DVD ou version physique et puis aussi, moi je l'ai vu personnellement sur, la plateforme, de streaming Shadows. Donc, voilà, il est dispo sur, sur Shadows. Alors dis-nous un petit peu plus, bah, ce que ça représente pour toi et puis, comment est-ce que tu l'as découvert déjà? Bah, comme je t'ai dit, je l'ai découvert sur le tard et puis parce qu'un jour, tu vois, il y a des gens qui ont des ça porte un nom en plus en japonais, j'ai vu ça, mais il y a des gens qui ont des pales, tu sais, chez les lecteurs, des piles à lire. Ouais, des piles à lire, hein, Moi, tout à fait. j'ai des paves, j'ai des piles à voir, moi. Ouais, OK. J'ai des piles à lire aussi, Ouais, mais j'ai des piles à voir, j'ai des tafs, trucs à faire. On peut inventer plein d'acronymes, hein. Mais ouais, dans les tout trucs à que fait. j'avais à voir, il fallait que je le voie et donc à un moment, je te dis à un moment, tu rendez-vous. Moi, en fait, le problème, c'est que je pense que c'est pas un problème d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. J'attends d'être dans le mood. J'attends d'être dans le mood pour voir le film et ça, c'est pas évident. Ouais. Mmh. Parce que des fois, tu là, tu sais que tu as des grandes choses à regarder, des choses importantes, des choses, sur lesquelles tu es motivé, mais tu pas dans le mood. Et c'est quand même une expérience sensorielle de regarder un film. Donc il faut, sensoriel et émotionnel. Il faut quand même qu'il y ait un côté, où tu vas pouvoir vraiment te charger de ce que tu vois, de ce que tu entends et Carrément. échanger avec l'œuvre d'une certaine manière. Pour ça, il faut y être réceptif et pour y être réceptif, il faut être dans la bonne humeur et Faut être le truc, c'est disponible, que disponible effectivement et tu as des films qu'on appelle un peu popcorn, moi j'appelle ça popcorn, mais où là tu as pas besoin de te on peut un peu débrancher le cerveau et puis il y en a certains où là par contre tu sais qu'il va falloir que tu aies un petit peu plus d'attention, envers ce que tu es en train de regarder et justement ça va ouvrir à réflexion, derrière. exactement et en fait, de l'échelle de Jacob, moi, ce que j'aime bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je fais beaucoup de trucs comme ça. Je «piffe» entre guillemets des films. C'est-à-dire que Mmh je mh. suis pas du tout le mec des bandes annonces, des trailers. Bon, des fois, ça me tombe dessus, j'ai pas le choix. Des fois, j'ai des trucs à vérifier aussi, tu vois? Je me rappelle de la sortie du film de Christophe Gans, Silent Hill, donc ouais, je voulais voir la bande annonce parce que j'étais comme ça déjà et je voulais pas qu'il gâche l'affaire, ce qui, pour moi, il n'a pas fait du tout. Il a vraiment, fait le boulot, comme il fallait le faire, donc ça, c'était bien. Ouais, Mais super. sinon, moi, je suis pas un mec des bandes annonces, tout ça. Moi, j'aime bien me prendre, vraiment le film dans la façade, quoi. Mmh. Et que ce soit un choc, et ce sera d'autant plus pas un choc non plus si ça le fait pas. C'est-à-dire que si ça me fait débander assez rapidement, voilà, ce sera aussi radical que ça. Mais je m'y confronte en tout cas. Et c'est vrai que l'échelle de Jacob, tout ce que j'en savais, c'est que ça avait rapport avec la guerre du Vietnam. Mmh. Moi, tous les films de guerre me touchent pour différentes raisons. Mais le Vietnam, c'est particulier parce que en tant que mec né au milieu des années 70 et kid des années 80, nourri de pop culture américaine, la guerre du Vietnam, finalement, c'est celle que je connais le plus par documentation involontaire. Mmh. C'est la guerre sur laquelle on est le plus documenté sans spécialement avoir demandé quoi que ce soit ni suivi de cours d'histoire. Ouais, Pour nous, en tant que Français, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de prégnant, évidemment, hein, aussi mmh, bien dans les histoires familiales des gens que dans les stigmates que ça a laissé dans le paysage, etc. bien sûr. Les commémorations et tout et tout. Mais pour nous, c'est Mmh quelque mh. chose en noir et blanc de chiant. Malheureusement, hein. Malheureusement. Quand on est jeune, c'est chiant. Quand on est jeune, c'est en noir et blanc. Quand on est jeune, on dit ah non, on préfère regarder Fraggle Rock. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que la guerre du Vietnam arrive à nous par des canaux différents, par les canaux de l'entertainment justement.
au niveau de Mmh. la musique. Je pense à Paul Hardcastle avec son morceau 19, moi qui m'a énormément marqué, que j'écoute encore aujourd'hui, notamment quand je fais du sport, parce que ça c'est un truc de focus, quoi. Paul Hardcastle, je sais pas si tu connais, c'est un producteur, compositeur de musique électronique comme on pouvait en faire à l'époque, de dance music électronique avec de l'idée et des trucs D'accord. très funky aussi, avec des collaborations très intéressantes. Et il a fait un morceau qui s'appelait 19 et qui reprenait les parties samplées. C'était un des pionniers aussi qui a démocratisé le sample aux yeux de tout le monde, d'un reportage qui s'appelait Vietnam Requiem et qui était un reportage qu'on peut voir sur YouTube, hein, extrêmement chargé, extrêmement triste, touchant, sur le parcours de certains vétérans qui n'arrivent pas à se réinsérer, qui n'arrivaient pas à se réinsérer dans la vie civile et qui avaient franchi le Rubicon de faire soit de perdre la boule concrètement et de faire des conneries qui les ont emmenés en prison Mmh. ou qui les ont tout simplement emmenés en prison parce que la désocialisation qui les attendait au retour. Je rappelle que c'est des gens enfin le simple GIs qui rentrait au pays, les gens lui crachaient dessus hein, quand il rentrait. Donc Ouais. et on le pointait du doigt en lui disant tueur de bébés asiatiques. Donc c'était pas forcément évident Oui, clairement. pour eux non plus. Et 19, donc c'est 19, c'est l'âge moyen des gamins qui étaient envoyés dans la jungle en fait. Mmh. Et contrairement à la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qui est dit dans le reportage, où l'âge moyen c'était 26 ans. À 19 ans, t'es pas le même homme qu'à 26 ans. Et Ah, être c'est un homme clair. à 26 ans en 45, c'est pas être un homme de 19 ans en 64, quoi. Mmh. Donc, bref, tout ça pour te dire que voilà, et c'est pour l'anecdote d'ailleurs, le morceau est un carton mondial et et dans chaque pays, il a été repris par une voix normalement locale du pays connue. Local. Mmh. Et en France, c'est Yves Mourouzi, le journaliste Yves Mourouzi qui a présenté le 20h avec sa voix Ouais, bien charismatique. Bonsoir Marie-Laure. Et tout c'est à lui fait. qui a fait le cover de la voix et donc le morceau en français OK. existe en 45 tours. Je l'ai là-haut. J'aurais dû le sortir. Tiens. Il s'appelle 19. Et bon voilà. Donc ce que je voulais illustrer par là, c'est que même si tu ne te documentes pas sur le Vietnam en tant que tel, ce qui étant un jeune garçon n'a pas forcément voilà, en regardant un dessin animé au détour d'un animé américain, on va t'en parler au détour d'un disque qui est la musique qu'on écoute quand on est jeune, ça va arriver. Au détour d'un film, même des films marrants, même quand tu regardes des humoristes américains, des conneries, etc., on va t'en parler. Tu vois, je sais pas, dans les comédies qu'on aimait bien quand on était petit, à un moment, t'as ce mec qui est encore habillé avec sa veste tu vois, de la First Cavalry, et ce mec-là, voilà, il est là, et on dit, ah, lui, c'est un vétéran du Vietnam. Mais alors, toi, tu commences à te poser des questions et tout. Bon, après, chacun est comme il est. Mais moi, c'est vrai que je me suis renseigné vite là-dessus, que j'ai compris qu'il y avait un parallèle en plus avec une guerre qu'on avait menée parce que c'était chez nous, c'était la France, c'était Mmh mh. l'Indochine. Mmh. Après, c'est mon parcours personnel, j'allais dire, d'apprentissage un peu didactique, parce que j'aime bien tout ça. Mais c'est vrai que de toute façon, tout ce qui concerne la guerre me touche d'une manière particulière et surtout le sort des soldats et comment ils s'en sortent ou comment ils s'en sortent pas. Et donc, je savais que ça parlait de ça à l'échelle de Jacob. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment être réceptif, comme tu disais tout à l'heure, et que je voulais être dans le mood, parce que je veux pas. Tu vois, c'est comme si quand j'ai su, pareil, c'est un film que j'ai vu un peu jeune, mais bon, après, c'était intéressant quand je l'ai vu tard. C'est comme Voyage au bout de l'enfer, hein, de Deer Hunter. Mmh. Je savais grosso modo, parce que ça paraît assez abstrait hein, de l'extérieur, de quoi ça parlait sans vraiment savoir. Mais je sais Bien que sûr. c'était un des éléments principaux et il était hors de question de prendre ça, comme tu dis, en mangeant des pop-corn baff. Et c'est pas possible de toute façon. Ça te demande une forme de concentration qui nécessite l'attention accrue et de prendre Et le puis temps pour ça. Et c'est un une forme respect, aussi, moi, voilà, exactement, c'est exactement ça, tu dis le mot. C'est une forme aussi de respect, bon, déjà pour les artistes qui ont créé cette œuvre-là, autant réalisateurs que scénaristes, que le travail des acteurs, etc., mais aussi de respect pour le propos. Je suis peut-être con, je suis peut-être vieux, mais moi, c'est comme ça que je prends les choses. Et je comprends. effectivement, en plus, quand ça concerne la guerre, donc, encore une fois, hein, c'est mon credo, mais c'est le sort d'hommes soumis à des situations extrêmes auxquelles ils Bien sont sûr. obligés de s'adapter Mmh.
en dépassant les limites de ce qu'ils pensaient être, leur propre capacité mentale et physique. Oui, ça me touche. Oui, ça me parle pour différentes raisons et oui, c'est un ressort qui est hyper intéressant au niveau du récit et qu'on n'a pas fini d'épuiser. Ça reste une matière extraordinaire et donc ça se respecte. Il faut prendre le temps pour le voir. Donc l'échelle de Jacob, c'est arrivé comme ça et là donc, je m'assois, je regarde le film, je pleure. Je suis extrêmement touché et ensuite, arrive le travail, où le cortex se met en place et relie les 40 centimètres entre le cerveau et le cœur et je regarde le film, je regarde le film, je rentre dans le film. En fait, ça m'arrive souvent quand quelque chose me plaît, quand un film me plaît, quand une histoire me plaît, j'ai besoin de la revoir ou j'ai besoin de la relire plusieurs fois parce qu'en fait après je la sectionne dans ma tête. C'est pas une démarche volontaire, c'est quelque chose, que j'ai observé. Mais je la sectionne dans ma tête Mmh. et j'observe chaque section pour essayer de comprendre, pour, pour me rouler dedans un peu, tu vois? Pour m'en Ouais, imprégner, pour le comprendre digérer, s'en imprégner, ouais, bien voilà, sûr. c'est Mmh. ça. Essayer de comprendre aussi ce qui me touche et ce qui me brûle et ce que et pourquoi ça m'intrigue et pourquoi ça me plaît tant. Parce que souvent, ce qui en tout cas c'est mon cas, ce qui nous touche n'est pas explicable, de prime abord. Il faut se le révéler et pour se le révéler, parfois il faut, déjà il faut se fréquenter soi-même, il faut essayer de bien se connaître et il Mmh. faut s'y confronter et tu sais garder ça un peu comme un caillou que tu ramasserais au bord d'une rivière et que tu polirais avec ta main pendant, des jours et des jours à essayer de comprendre un peu, cette rencontre avec le caillou et pourquoi, tu as eu envie de le prendre dans la main et ce qui peut dégager qui ne se voit pas forcément. C'est la valeur immatérielle en fait, des choses et notamment des œuvres de l'esprit et ça, c'est Mmh. important et c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'arrive, je découvre ce film, je me fous des aspects techniques, qu'il a fait et cetera. Je reconnais, l'acteur principal, Jacob en l'occurrence, Ouais. évidemment, puisque pour moi, jusque-là, c'était, jusque-là pour moi, c'était, comment dire? C'était, l'assistant gentil du savant fou dans Howard le canard, avec lequel il se balade en ULM deltaplane, si tu veux. OK, Donc grosse pour référence. moi, grosse référence. Ah, Howard le canard, grosse Howard le référence, canard, je suis grosse désolé. référence. Ah oui, oui, il y a plein de gens p qui honnissent ce film, je leur fais la guerre et je leur casse la gueule, je suis désolé. Howard le canard et et moi je dis respect à George Lucas d'avoir produit ça, même s'il en a pas été fier après. Non, non, pour moi c'est une référence, film d'enfance, excellent et pour moi Tim Robbins c'était ça. Tim Robbins c'était l'assistant gentil du docteur Jennings qui devient un grand souverain noir de l'univers et une bête monstrueuse dans Howard le canard et qui aide Howard le canard à essayer de retrouver sa planète et à combattre, ce même souverain noir Mmh. sorti des confins de l'espace. Et donc Tim Robbins, c'est un acteur un peu joufflu, un grand gars. C'est le genre d'athlète qui s'entraîne pas, tu vois. C'est genre, je sais pas, je pense que le mec il doit faire 1,85 m, 1,90 m comme ça, à vue de pif. Bonne structure osseuse, bon rapport tête-coutron et jambes, longue section, et en même temps densité musculaire qui doit être intéressante, mais le mec s'entraîne pas, tu vois. Des fois un peu Mmh. comme moi, tu vois, il préfère aller au KFC. Donc tu te dis bon voilà, mec comme ça, yeux clairs, physique, un peu particulier, atypique. Déjà intéressant, tu vois? C'est ça aussi le cinéma, on repère Ouais, les acteurs mais comme ça, tu vois? il a une, il a je trouve en tout cas qu'il a dans le regard, il a une douceur, tu vois? Bon, c'est un très bon acteur, hein. Moi, je l'associe, de mémoire, c'était à, Mystic River, Ah oui, forcément. dans lequel il fait une grosse, grosse performance aussi. Mais effectivement, oui, je trouve en tout cas qu'il a une bonhomie, il a une douceur, il a Exactement. une gentillesse, qui se dégage de lui, ouais. T'as absolument dit le terme que je cherchais, bonhomie, tu as tout à fait raison et c'est ça et donc autant dans Howard le canard, c'est quelque chose qui va te parler en tant que gosse, on te dit: «Putain, mais j'aimerais bien l'avoir comme, grand frère ou comme, copain», tu vois? Ou comme Mmh mh, oncle mmh. ou comme, mec qui m'ouvre la porte du labo, quand le professeur n'est pas là. Mais là, du coup, plus vieux, je le vois et je me dis: «Putain, ce gars que j'aime bien quoi, qui a une tête avec qui j'aurais été, tu vois, qui a une tête à être un de mes potes quoi, en fait». Tu envie d'être pote Mmh. avec lui quand tu le vois et tout de suite, ben, dès la première scène du film, c'est ça qui se confirme. Ouais, j'aurais certainement été pote avec lui, même dans la rude camaraderie, de ce que sont les conditions de guerre et notamment au Vietnam.
Ouais. Ensuite, donc dès la première scène, ça part assez vite en cacahuète et là, bah, on est tout de suite avec lui en fait. On n'a plus envie de le lâcher. Ça déjà, c'est un pari réussi pour le film. Et le choix de Tim Robbins, je crois qu'il y a d'autres acteurs, c'est peut-être toi qui vas me le dire, qui avaient été envisagés pour le rôle. Ah, ça Mais j'ai pas ouais, d'infos moi à ce niveau-là. j'ai vu quelques blazes assez connus, mais comme d'habitude en fait, quand un film quand tu considères un film comme une réussite parce que tu l'as aimé, c'est impossible pour toi de mettre d'autres personnes dans le rôle après, tu vois. Quand tu y Ah ouais, penses c'est en tête, clair. tu fais oh là Comme, là, heureusement que non. comme Tom Selleck quand Indiana Jones ou les histoires E- comme ça. Tu sais, derrière, Exactement. tu te dis, bah non, ça peut pas être quelqu'un d'autre qu'Harrison Ford parce que Ah voilà, bah il a fait une performance tellement voilà, culte que évidemment. voilà. Évidemment, et puis après ça devient voilà, on se l'approprie, on se dit mais ça c'est pas possible. Donc voilà, et donc je tombe sur ce Tim Robbins mis dans cette condition-là. En avançant un peu plus dans le film, ce qui m'accroche aussi, c'est la musique de Maurice Jarre, le papa Mhm, de mhm. Jean-Michel, hein. Thème piano extrêmement touchant, qui colle parfaitement à l'émotion difficile du film. Euh, c'est un tout quoi. Et là, voilà, effectivement, la fleur de l'émotion éclot et c'est que tu vas garder cette rose à côté de ton cœur pendant longtemps. Donc voilà un peu comment je découvre le film et tout de suite, forcément, si tu veux, ce film c'est d'abord l'enchevêtrement des éléments dans lesquels moi je peux me reconnaître facilement, Mhm. avec lesquels je peux faire des parallèles évidents avec plusieurs aspects de ma vie. Et comme New York est un. Alors ça se passe effectivement au Vietnam. Alors pour ceux on avait dit qu'on spoilait les gars. On avait dit qu'on Ouais, spoilait. ça va spoiler. C'est nécessaire. Comme le film effectivement se déroule dans plusieurs dimensions, dans plusieurs formes de réalité, mais dans deux décors différents, c'est-à-dire le New York City des années 80 avec tout ce que ça comprend et la jungle et la jungle vietnamienne, en l'occurrence Porto Rico. C'est toi Ouais, qui me l'as appris tout à l'heure, lieu de tournage. ouais. New York, Euh, Porto Rico, effectivement. voilà, et New York, en fait, donc New York c'est un personnage du film aussi, évidemment. Ouais, On a affaire au vrai New York des années 80 de cette époque, c'est-à-dire une grosse pomme fatiguée, poisseuse, grise, poisseuse. Ouais. bruyante, sale. Poisseuse, je sais que t'aimes ce terme, puisque je le prends comme un compliment pour moi, et je me l'attribue désormais grâce à toi, puisque je sais que, notamment avec ce que je fais dans la flip, tu m'as donné cet adjectif qui revenait plusieurs fois, poisseux, et en plus tu me gratifies d'un compliment extraordinaire parce que tu me dis poisseux comme un Fincher l'a fait dans Seven. C'est toi qui m'as dit Ouais, ça. ouais, Et c'est vrai. franchement, j'ai pas de chapeau là, mais je te tire mon chapeau virtuel et je te remercie humblement puisque je pense pas en être là, mais par contre, oui, c'est vrai. Et ça, si tu veux, ça me renvoie tout à fait là d'où je viens et là où j'ai grandi et qui a été encore une fois un élément fondateur et de mon univers et de la cosmogonie de tout ce que je crée ensuite. C'est d'ailleurs là où je suis, hein, derrière cette fenêtre-là, bien que la lumière y soit, la lumière est un néon blanc, un néon d'usine, un néon blanc sous lequel on cravache tous. Et pour ceux qui sont sensibles, qui te renvoient une espèce de substance à moudre comme ça, et en tout cas qui nourrit ma créativité. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, dans l'échelle de Jacob, on a ce New York-là, avec ses ruelles abandonnées, cette ville qui rouille sur pied, en fait, Mhm. à l'ambiance inquiétante et dangereuse, parfois absurde. Et puis, c'est exactement mon environnement naturel. C'est là où je fonde tous mes repères. Et tu vois, cet urbanisme grinçant, ce truc désordonné, Mhm. dont on a l'impression que les angles morts sont toujours là pour révéler une passion dans la démonstration de l'abandon. Tout ça, c'est mon premier lien avec le film qui tout de suite, c'est le vernis, quoi. Au-delà de ce que je viens de dire avant, c'est le vernis, c'est ce qui va me... Là, c'est scellé. Donc forcément, je reconnais beaucoup de choses déjà. Un Mhm. acteur que j'aime bien, dont je pourrais me faire un pote, une ambiance que je comprends, et puis un environnement qui est mon environnement naturel. Ça fait beaucoup. Et donc, voilà, tout ça fait que voilà. Et par rapport au Vietnam, je rajouterais juste une chose, puisqu'on parle de moi, forcément, à titre personnel, c'est que moi, tout ce qui concerne, tu vois, la nature foisonnante et la chaleur, etc., moi, j'ai aussi grandi dans la ruralité profonde aux Antilles, parce que j'ai Mhm. grandi bon, plus en France qu'aux Antilles, mais j'ai vécu aux Antilles aussi, puisque mon père est antillais, et j'ai vécu là-bas. Donc moi, tout ce qui concerne la solitude, l'ennui, la couleur verte, l'humidité,
J'ai connu ça dans les années 80, donc forcément, le Vietnam n'est pas les n'a pas le même climat ni la même végétation que les Antilles, mais c'est forcément quelque chose qui me parle aussi. Donc en fin de compte, j'étais chez moi et chez moi, quoi. Je Mmh. pouvais pas y échapper. Donc le film était de toute façon pour moi un piège et j'étais obligé d'y plonger et je savais que au bout de quelques minutes que je pourrais plus en sortir. Et en tout cas, c'est un film qui te permet de comprendre l'absurdité enfin qui te permet de réaliser. De comprendre, c'est encore autre chose, mais Ouais, l'absurdité qui t'entoure et et voilà, c'est cette espèce de grand vacuum qui finalement est un plénum, qui est plein de choses qui donnent le vertige parce qu'on n'a pas encore, parce que tout ça c'est pas matériel et on n'a pas encore appris à repérer les jalons, ni à en reconnaître la vraie nature. Mais il se passe quelque chose en tout cas, entre le film et ceux qui le réceptionnent et en l'occurrence, bah, là, moi, il se passe quelque chose, il y a un échange. Ça fait partie du dialogue secret qu'on peut entretenir avec les œuvres et avec une œuvre, finalement bien sûr. du rapport esprit à esprit qu'on entretient avec ses créateurs en Mmh. regardant un tableau, en lisant un livre et voilà. Ce qui est une forme de pas une forme de télépathie, mais une forme de pensée qui se délocalise de la personne qui la crée et qui l'émet pour rester dans le temps, dans une dimension particulière. Ça donne déjà à réfléchir et c'est déjà très intéressant. Non, bien sûr. Donc voilà pour te dire, pour commencer, voilà comment je découvre, ce film et voilà ce que ça me fait. OK. Alors tu parlais, alors c'est vrai qu'on démarre, directement, dans la jungle au Vietnam. Moi j'ai trouvé l'ouverture, alors c'est bonne ambiance, on se lance des vannes, voilà, c'est plutôt, détente. Tu as l'impression, bah, qui ça a l'air d'être plutôt, cool pour eux. Ils ont pas l'air d'être, vraiment en situation, À ce moment-là, en tout cas. en voilà. Mais alors la bascule, elle est d'une violence. Ah, c'est ça part, mais d'un coup. C'est-à-dire que c'est cool, on se marre bien, on passe un bon moment et d'un coup, ça flippe et là effectivement, bah, ça part en combat, ultra violent, heu et on bascule dans un autre univers quoi, clairement. Absolument et d'ailleurs, c'est bien parce que je pense que c'est ça l'ambiance, hein. De toute façon, quand tu es au combat, c'est ça l'ambiance. C'est-à-dire que les émotions sont tellement fortes que tu vibres sur une espèce de vibration, sur une espèce d'onde particulière et tout est exacerbé. Mmh. Et quand c'est cool, mais c'est pas cool comme si on allait tous les 2 à la salle ou qu'on allait au cinéma. C'est cool, mais c'est toujours cool avec la garantie de rien. Et d'un Ouais. coup, comme tu dis, ça bascule et ça bascule, très, très fort. Donc ça aussi, c'est une façon bravo la réal parce que et bravo le scénario, parce que ça te prend par le callback direct, quoi. Ah Tu vois ce direct, que je c'est veux clair. dire? Là, c'est sûr qu'au niveau du Mmh. rythme, voilà et donc ça aussi, ça aide à rentrer dans le film, hein, pas de secret, hein. Et Ouais. moi, j'aime bien, il y a plein de sortes d'introductions que j'aime bien dans les films et comment on y rentre. Voilà, moi, la violence, c'est quelque chose que je comprends et là, effectivement, tu te le prends dans la gueule tout de suite et pour moi, cette première scène puisque tu en parles, c'est indéniablement, très symbolique et symbolique pour moi du passage entre les mondes, ce qui va finalement être le propos du film, quand Mmh. tu regardes bien. Cette première scène, c'est la mort. C'est la mort, c'est mourir. C'est la désintégration de tout ce qu'ils connaissent, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on peut imaginer, Mmh. puis la renaissance. C'est l'autre rive qu'on atteint, d'une certaine manière. C'est l'autre côté du miroir. C'est le voyage symbolique et qui continue ensuite avec les scènes d'après, puisque ce sont des scènes de tunnel, Et tout à donc fait. On est dans le dans le métro métro. tout de suite après. Et c'est ça, et c'est pour ça que moi j'y vois tout de suite une articulation symbolique. Heu, on est dans ce qu'on identifie comme la réalité. Il y a une coupure nette, très Mmh. violente. Mmh. La violence et la soudaineté et l'effarement qu'on peut avoir face à la mort, que même quand on accepte sereinement et qu'on attend, qui arrive toujours par surprise, et qui constitue en tout cas une surprise. Bien sûr. Et donc, c'est pour moi la symbolique de la désintégration. Puis ensuite, on va arriver à une renaissance sur l'autre rive. Déjà, pour moi, ce film, c'est la mise en scène du cycle de la mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance. Et, et là, on arrive donc directement après dans cette. Alors là, on peut pas faire plus glauque, poisseux, humide, dégueulasse que le métro de New York à cette époque, Ouais, très c'est bien clair. mise en scène, avec je tiens à le dire maintenant, une lumière magnifique dans ce film.
le chef-op, vraiment le directeur de la photographie, j'avais noté son nom. Le directeur de la photographie, c'est un, Jeffrey L. Kimball. Alors Jeffrey L. Kimball, je fais pas collection des noms des directeurs photo dans ma tête, mais j'ai découvert qu'il avait aussi fait la photo de Stigmata, tu sais, en 99, Ouais, avec Gabriel Byrne, ouais. et qu'il avait rendu cet aspect pluvieux, un peu poisseux encore une fois et dégueulasse, Mmh. glauque et inquiétant de la ville de Seattle. Mmh. Et il l'a rendu cet effet avec brio. Donc j'y vois un parallèle aussi, où il a pu faire, parce pareil, il a une filmographie assez disparate et techniquement, où les choses ne se ressemblent pas, mais en l'occurrence, dans sa filmo, j'ai trouvé Stigmata en 99, donc 10 ans après l'échelle de Jacob, et je me suis dit bah tiens, il a usé des mêmes trucs pour rendre le même effet. Et donc respect, parce qu'il avait vraiment des images magnifiques, éclairées de manière stupéfiante, bien comme on le faisait dans ces années-là, mais bon, c'est des années que j'aime, donc on comprend bien ça. Et donc on est dans le métro, et donc là, bah, pour moi, c'est encore plus explicite, hein. Toutes ces scènes de tunnel, c'est encore le passage entre les mondes. Clairement. C'est le Ouais, ouais. passage entre les mondes. Et donc, Mais au-delà du parallèle avec l'échelle de Jacob biblique, ouais. on retrouve cette notion de porte de l'au-delà dans plein de croyances et traditions fondamentales dans l'histoire des hommes depuis leur apparition sur cette terre. Je t'ai Mmh. coupé, tu voulais dire un truc, excuse-moi. Non, non, et c'est vrai que moi alors, vu que je regardais le film, c'est la première fois que je le voyais. Moi, je l'ai vu exprès pour enregistrer, Ouais. cet épisode, hem et du coup, j'étais attentif à tout. Et j'ai vu effectivement, dans le métro, tu sais, il y a des publicités toujours, au-dessus, au Mhm. niveau des bars où tu viens te maintenir. Et en fait, dans le métro, il y a des pubs pour, avec une pomme, tu vois, par exemple. Alors évidemment, alors la Exactement. pomme qui peut être aussi, voilà, ramenée à tout ce qui est, paradis et cetera. Et puis de l'autre Exactement. côté, l'enfer, tu vois? Tu as plusieurs pubs, en l'occurrence. Tu as l'enfer et le paradis, et c'est très marrant parce que quand il fait attention, effectivement, il est dans le métro, il est en train de il y a déjà des indices, en fait, par rapport Absolument. à la suite du film. Et il y a un Et, autre et, élément qui nous dit que c'est bizarre, c'est qu'au bout d'un moment, il arrive, il regarde, et en fait, sur un siège, il y a un SDF, enfin, ce qui a l'air d'être un SDF au début. Et, en fait, il regarde bien et il a une espèce de queue de rat qui, hop, effectivement. qui d'un coup va se cacher, en fait. La Alors ça, queue, ça la fait queue ça. rentre sous la couette. Et là, tu dis tout de euh, suite, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça fait, bah, c'est un film d'horreur, hein, donc voilà, c'est un film Ouais. fantastique. Mais c'est vrai que bon, alors après tout ça, ça fait partie, j'allais dire, de la triple intrigue et du propos même du film aussi, où effectivement Jacob, donc Tim Robbins dans le rôle de Jacob, va avoir, on va être perdu en fait entre les mondes et la perception de la réalité, parce que il va arriver à lire entre les dimensions finalement. C'est Mmh. comme ça que je le vois et que je l'interprète. Il va voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Forcément parce qu'il est dans une position dans laquelle les autres ne le sont pas, mais il le sait pas encore lui-même. Ouais. Et donc il voit ces choses-là, et effectivement il y a pas mal d'effets spéciaux bien sympas, qui, alors là, pour le coup, quand on s'interroge sur quelle horreur on aime, puisqu'on est quand même dans une émission d'horreur, moi, indéniablement, c'est ce genre d'horreur-là, moi, qui va le plus me toucher, me terrifier. Alors c'est pour ça que les gens appellent ça horreur psychologique ou autre. On peut appeler ça comme on veut. Ils Mmh. l'appellent peut-être psychologique parce qu'ils pensent que ça touche l'âme avant de toucher une réaction, ou ça touche l'esprit en tout cas. Ça s'instille dans ton esprit avant de créer une réaction plutôt épidermique, comme par exemple la vue du sang ou la vue d'une scène Oui, gore, un qui va jump plutôt, scare ou des trucs, oui, oui. voilà, voilà exactement, qui va créer quelque chose de plutôt organique, immédiat. Et là, plutôt qui va parler à ton esprit, etc. Moi, je pense que c'est plus profond quand ça parle à l'esprit, et ça met une goutte de poison dans quelque chose, un système qui Ça vient peut le, te le faire circuler longtemps. C'est Et ça, c'est c'est là que ça. ça Ça vient te marque. chercher, différemment, complètement. Et Et c'est c'est vrai ça. que la force du film, je trouve que ça vient te proposer une version, en fait, de la folie, de, peut-être le fonctionnement aussi de l'esprit humain, suite à un post-trauma, justement. Absolument. Et en fait, je trouve qu'il y a ça retranscrit, vraiment de façon, enfin, je te dis, j'ai pas souvenir d'avoir vu, quelque chose d'équivalent.
mais ça propose en tout cas dans le montage, dans la mise en scène, dans tout ce qu'il va proposer, une version qui te prend aux tripes en fait, qui te met mal à l'aise parce qu'effectivement quelque part tu reconnais un peu le fonctionnement de l'esprit humain, mais retranscrit dans le film. Exactement et en fait, tout est là. La machine infernale qui fait peur et à faire peur, elle est là. Elle est là, Mmh, elle est là, elle est là. En fait, fondamentalement, dans ce qui nous entoure, dans la nature, rien ne fait peur. Rien ne fait peur. Les choses peuvent nous surprendre et cetera, mais rien ne fait peur. Tout est le produit, d'une décision, d'une réaction, qu'elle soit d'instinct ou réfléchie, mais c'est nous qui le transformons par, des réactions chimiques complexes et des réactions chimiques complexes et des un tissu qu'on se crée, en tant qu'humain. On bien arrive à sûr. interpréter ça sur quelque chose qui va, nous plonger dans un sentiment. C'est de ça que je joue quand j'écris. C'est de ça que je joue, quand on est là-dedans, quand on crée quelque chose qui fait peur, ce que je prétends faire, voilà. Mais toi qui sais, enfin, en tout cas, les gens qui connaissent un peu ce que j'écris pour ce qu'ils en ont eu à lire pour l'instant ou ce qu'ils en ont eu à écouter, puisque j'ai aussi, pas mal raconté d'histoires, Mmh, heu, s comprendront que c'est plus ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est ce qui va toucher la profondeur de l'être et de l'âme et qui va laisser quelque chose, comme une graine qui va continuer de pousser et qui va, continuer d'amener des nouveaux éléments au fur et à mesure de la vie de la personne qui l'a reçue, en qui elle mmh. pousse et qui lui permettra de penser longtemps. En fin de compte, c'est une balise que je laisse. Si cette balise-là s'accroche à la peur pour être un révélateur, comme on révèle une photo dans un bain, avec le produit chimique, idoine, et ben, c'est ça moi qui m'intéresse. C'est pas une traînée de sang pour une traînée de sang, va marquer, sur le fait et puis on passe à autre chose. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est ça. C'est quelque chose, qui va rester, sur lequel on peut revenir et qui finalement continue de nous accompagner et nous donne matière à réfléchir. Donc là, dans l'échelle de Jacob, on est vraiment là-dedans, comme tu dis, y compris, heu, dans la symbolique, pure et lourde que tu as Mmh. mis en exergue tout à l'heure avec la pomme. La pomme qui est aussi New York, hein, évidemment, mais par Et contre, oui. oui, oui, les images bibliques, et les références bibliques sont légion. Et en même temps, par ces effets spéciaux, pas forcément discrets, en tout cas super bien réalisés et mis, parsemés dans le film, et révélés, pour moi avec, équilibre et harmonie et au moment où effectivement, ça crée quelque chose, voilà. Et donc, on en parlait tout à l'heure en off avant de commencer l'émission et puisque tu as donné le tu as abordé le sujet des références bibliques, je pense que ce serait bien peut-être maintenant, tu me dis ce que tu en penses, mais de Ouais, bien sûr. de de juste d'expliquer ce qu'est l'échelle de Jacob, en fait, parce que c'est peut-être un terme auquel les gens sont pas forcément, habitués et peut-être que ça leur dit quelque chose sans sans qu'ils le remettent donc si tu veux en parler, je t'en prie. Ah bah, j'allais te proposer si comme tu veux. Moi, je peux effectivement, j'ai fait mes devoirs, parce Bah, que vas-y, alors vas-y. j'avoue que je ne connaissais pas moi personnellement. Donc de ce que j'en ai trouvé, apparemment, ce serait un épisode de la Genèse, dans lequel Jacob, qui est en fuite, par rapport à son frère qui aurait juré de le tuer. Donc je Il f simplifie donc évidemment, hein, c'est il est en fuite vers Haran, voilà. c'est ça? Et en fait, au bout d'un moment, il va rêver, d'une échelle qui est empruntée, par les anges entre, la terre et le ciel, si j'ai bien, tout saisi. Oui, c'est bien ça en fin de compte, donc il est en exil, il fuit son frère, donc il s'arrête à Haran, et qui va renommer Béthel à la suite de son songe. L'échelle Mmh. de Jacob, c'est aussi un épisode biblique de la Genèse effectivement qu'on appelle le songe de Jacob. Mmh. Et donc il a ce rêve, cette vision où il voit donc une échelle qui est un pont entre terre et ciel, hein, et où voit les anges monter et descendre. Et pour lui, c'est une forme de révélation. Alors on va pas, épiloguer sur la Bible, mais j'invite tout le monde à la lire aussi, hein, c'est toujours, très intéressant. Bien Alors sûr, quand on parle d'histoire et de storytelling, allez-y les gars, hein, il y a de quoi faire, hein. Et donc voilà, on est dans ce contexte-là et pour lui, c'est une forme de confirmation, de révélation et cetera. Et donc il voit ça comme la porte du ciel. Donc il renomme le lieu Béthel et après il y a évidemment de nombreuses interprétations selon les religions, hein. Dans la religion juive, il y a tout à fait. certaines interprétations particulières, heu, dans la religion chrétienne aussi, il y en a encore d'autres. Mais en tout cas, bon voilà, j'invite tout le monde à s'y intéresser,
pour sa culture personnelle, c'est toujours important de l'étoffer, on comprend mieux la vie, hein, et les choses. Bien sûr, bien Et sûr. puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est, l'iconographie qui est faite autour de cet épisode de la Bible. Les tableaux du plus ancien. Je crois qu'il y a une fresque, la plus ancienne fresque qui représente l'échelle de Jacob, c'est dans une synagogue. C'est en Syrie, c'est la synagogue, je crois que c'est Doura Europos, dans le sud-est ou un truc comme ça de la Syrie, D'accord. qui met déjà en scène ça. Et puis après, plein de peintres au fil des siècles, jusqu'à nos presque contemporains des siècles passés, on va dire, Mmh. qui l'ont mis en scène. Et j'invite tout le monde à s'intéresser à ça pour deux raisons. Parce que déjà, c'est beau. Il faut regarder ces choses-là. Et on en apprend beaucoup sur la symbolique, sur aussi comment un réalisateur, par exemple, qui est un homme de l'image, va s'inspirer souvent de tableaux classiques, de représentations classiques pour se mettre une idée, une image mentale en place et pour commencer à construire ce qu'il voudrait faire de son film picturalement parlant. Donc c'est toujours très intéressant on arrive à créer des liens, des parallèles et à comprendre un peu la démarche de ces artistes-là qui arrivent à faire des résultats terribles avec des films vraiment où faut toujours s'interroger sur enfin, sur l'inspiration. Ça renseigne toujours sur le résultat. Donc voilà. Et puis bon, on peut dire aussi que l'échelle de Jacob, à ne pas confondre, c'est aussi un livre du philosophe Gustave Thibon. C'est autre chose. Pareil pour la culture personnelle. J'invite tout le monde à lire Gustave Thibon. C'est toujours très intéressant, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc l'échelle de Jacob, c'est ça, et c'est donc le titre de ce film-là. Alors c'est vrai que moi c'est, du coup, tu sais, en faisant justement les recherches par rapport à l'origine de l'échelle de Jacob, c'est intéressant parce que, je voyais notamment, des gens qui disaient qu'en fait l'échelle de Jacob, donc c'est les anges, qui l'empruntaient notamment pour faire les allers-retours entre, la terre et le ciel. Mhm. Hem Et que c'était intéressant parce que, en l'occurrence dans le film, Jacob, il est, facteur. Il est Oui, tout à fait. facteur donc messager, et l'ange est aussi traditionnellement un messager. Donc il y avait voilà, il y a pas de hasard si tu veux dans le choix du travail, de notre héros en Et l'occurrence. c'est ça qui est super, et exactement, et tu soulignes quelque chose de très important. Et qu'est-ce que c'est intéressant de détricoter tout ça, de se C'est ça. rendre compte qu'en fait, tu vois, il y avait des choses derrière les choses. C'est passionnant. C'est ce qui rend passionnant tout ça. Putain, j'aime le cinoche, j'aime Ouais, lire, j'aime tout, j'aime j'aime tout ça parce que voilà, quand tu te rends compte de ces choses-là, il y a de quoi s'y perdre, et c'est une perte assez saine en réalité. Et t'as tout à fait raison. C'est c'est tout un tissu dense qu'on peut s'amuser à détricoter et à comprendre et à se dire: «Putain, en fait, rien n'était là au hasard». Mais de toute façon, rien n'est jamais là au hasard. c'est Donc, ça. en voilà une illustration parfaite. Mais donc ouais, c'est vrai que Voilà. c'était, ça c'était intéressant. Alors, on va le voir, pendant le film, donc, on a une alternance entre, des passages où il va se retrouver plutôt dans des scènes assez, infernales, littéralement. D'autres moments où effectivement, c'est un espèce de petit moment de grâce, notamment les moments où il est avec son ostéopathe, je crois, l'équivalent. Absolument. Façon Kiro, ouais. Son chiro, ouais, voilà. Ouais. Voilà, avec effectivement, voilà, pareil, la mise en scène. D'ailleurs, il lui dit, au bout d'un moment, il a la lumière dans le dos et il lui dit, «Oh, on dirait un ange». Heu, On dirait un ange, tu ressembles à un chérubin. un chérubin, Exactement, exactement. Mais c'est de toute façon, ouais, mais t'as tout à fait raison. Le truc de l'échelle de Jacob, c'est que bon, il y a plein de parallèles avec la symbolique biblique, etc. Mais pas seulement. Moi, j'ai lu un truc sur un site qui s'appelle Screen Tune, un article d'un certain Vincent Legros que je ne mmh. connaissais pas, qui était très intéressant, un court article qui expliquait que justement le scénariste du film, c'est Bruce Joel Robin. Il avait passé 2 ans dans un monastère tibétain au Népal, et ça D'accord, m'étonne pas du tout qu'il ait voulu que son film, finalement, soit aussi une allégorie du Bardo Todol. Alors le Bardo Todol, je sais pas si tu connais, c'est le livre des morts tibétain en fait. d'accord, Le livre des morts tibétain, c'est un gros morceau, hein, on va pas s'étendre là-dessus, mais dans le bouddhisme tibétain, il y est écrit en détail les différentes étapes, si tu veux, de la mort et de la résurrection.
pour résumer cruellement. Mmh mh. Et ce film, L'échelle de Jacob, c'est finalement, c'est l'illustration de cette notion-là, quoi. En général et parfois par le détail, et on retrouve le cheminement initiatique du mort qui doit choisir, pour les Tibétains en l'occurrence, sa réincarnation, mais là, il doit choisir de se libérer pour que l'âme continue son cheminement en paix. C'est Et ça. donc, le Bardo Todol, c'est une des références apparemment, assumées de la part du scénariste, et c'est super intéressant parce que tu retrouves ça. Pour en parler rapidement, il y a plusieurs étapes avec des délais particuliers, des jours et cetera. Je pourrais pas te donner ça par le détail, je connais pas tout ça par cœur, mais c'est très intéressant. Et il y a notamment ce qu'on peut appeler ce qui est appelé l'état intermédiaire de l'être en soi. Et ça, c'est, une alternance de visions de divinité paisible et de divinité courroucée. Mmh mh. Heu, on peut considérer que dans cette vision, il y a les divinités paisibles, c'est ce à quoi tu faisais référence tout à l'heure, c'est le Kiro, campé, de main de maître. Je crois que c'est Denardo le personnage, campé de main de maître par Danny Aiello, qui nous Tout à manque, fait. hein, qui nous manque vraiment et qui est un personnage charismatique et un acteur de grand talent. Mmh Donc mh. ça peut être considéré comme les visions paisibles, au même titre que les visions de sa femme. Alors, encore une fois, quand on a vu le film, on comprend mieux, mais de ce qui peut être considéré comme sa vraie femme et pas sa copine, hein, Sa Jézabel. femme et ses enfants, ouais. Voilà, sa femme et ses enfants. Donc ça pourrait être, si tu veux, et son fils Gabe. Donc son fils Gabe, qu'on précise, il a perdu, avant d'aller au Vietnam, et dont il ne se remet pas de cette peine, qui est quelque chose, une douleur et une blessure vive pour lui. Ouais. Et on va comprendre pourquoi après et pourquoi c'est important dans le film. Et effectivement, ça peut être considéré dans ce voyage-là, considérant le Bardo Todol et ses voyages, du mort jusqu'à sa résurrection, comme la visite et la rencontre des divinités paisibles, le Kiro, sa Tout à femme, fait. Mmh son mh. fils Gabe, et cetera. Et à l'inverse, la galerie, si j'ose dire, des divinités courroucées, ça peut être toutes ces créatures qui lui apparaissent, en interaction d'ailleurs avec Jézabel souvent, et tous ces Pendant la monstres qui fête, mmh, ouais, tous ces monstres qu'il voit. Je bien sûr. peux je peux essayer de te lire, parce que je l'ai là, le Bardo Todol, c'est ça, donc le livre des OK. morts tibétains. OK, Je peux OK. essayer de te lire, rapidement à quoi ça ressemble, et tu vas comprendre pourquoi le parallèle est intéressant. Mmh Alors mh. évidemment, les croyances et la spiritualité, tibétaine, c'est, quelque chose de très profond et de très intéressant aussi, hein. J'invite tout le monde à s'intéresser à tout, de toute façon. Mais, L'impermanence des choses. exactement, exactement. Alors, je te lis, un extrait comme ça, hein, comme ça. Mmh mh. Alors attends, j'avais repéré quelque chose d'intéressant. Les plus grandes formes du roi de la loi, seigneur de la mort, sont vastes comme l'espace. Les moyennes semblables au mont Mérou, et les plus petites remplissent le monde. Elles apparaissent les yeux vitreux, mordant leurs lèvres inférieures de leurs dents, leurs cheveux relevés en chignon sur la tête, le ventre énorme, le cou maigre, et la main brandissant la planche du relevé de tous nos actes, criant frappe, tue. Elles aspirent la cervelle, arrachent les têtes de leur corps et extirpent les entrailles. Elles arrivent et remplissent tout l'univers. Noble fils, ne crains rien lorsque cela t'apparaît. Puisque tu es un corps mental, produit de tes tendances inconscientes, tu ne peux mourir en réalité. Même si on te tue ou on te hache en morceaux. En réalité, ta forme n'est que vacuité, de sorte que tu n'as rien à craindre. Et puisque les émissaires de la mort sont également tes propres projections, il n'existe en elles aucune réalité matérielle. Et la vacuité ne peut blesser la vacuité. Il est un fait indéniable que les divinités paisibles et courroucées, les buveurs de sang à tête multiple, les lumières d'arc-en-ciel et les effrayantes formes du dieu de la mort, qui t'apparaissent à l'extérieur, ne sont que le jeu de ton propre esprit. Ils n'ont donc aucune réalité propre, aucune substance propre. Si tu le reconnais, les apparitions sont le yin dams divin. Avec dévotion et adoration pense, ils sont venus me tirer du sentier vertigineux de l'état intermédiaire. En eux, je prends refuge. Réalise-toi, réalise en toi, pardon, les trois rares et sublimes. Souviens-toi de ton Yidam quel qu'il soit. Appelle-le par son nom et implore-le. Précieux et divin Yidam, pendant que je dois errer dans l'état intermédiaire, viens à mon secours, par compassion, délivre-moi. Appelle ton lama par son nom, implore-le, pendant que je dois errer dans l'état intermédiaire,
ne me retire pas ta compassion et viens à mon secours. Implore-le avec dévotion, ainsi que les légions célestes des buveurs de sang. Donc, comme tu peux le constater, déjà, on est là-dedans, hein. Ouais, C'est complètement, exactement ça. Et ensuite, complètement. je vais te donner simplement un extrait d'une prière qui est aussi explicite par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je dois errer solitaire, maintenant que surgissent les images vides du miroir de mes propres projections. Puisse la peur et l'angoisse de l'effroyable bardeau être évitées grâce à la compassion infinie du Bouddha. Maintenant que les cinq purs de la sagesse fondamentale brillent ici, puissais-je sans peur et sans angoisse reconnaître l'état intermédiaire. Alors que je dois souffrir à cause de mon mauvais karma, puissent les divins Yidams m'épargner la souffrance, alors que le son fondamental de la vérité en soi retentit comme mille tourments, etc., etc. Voilà, Mmh. on parle exactement de ça. Et donc, voilà, en me replongeant dans le bardo Toddle, je me suis dit: «Oui, oui, mais Ah c'est bah, complètement. effectivement». C'est là, si Donc, tu as vu le film, ça c'est complètement ça, ouais. tu vois, donc c'est intéressant de voir que encore une fois, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit puisque, Bien sûr. voilà, référence, et à la symbolique biblique, référence à la symbolique tibétaine, et on va voir qu'on n'a pas fini. Et non, effectivement, il y a pas mal de scènes marquantes, dans le film. Donc on a des visions effectivement, comme on le disait, assez infernales. On a des visions notamment qu'on va retrouver, et qui ont inspiré pas mal de monde, derrière comme, bah, justement tous les visages, à moitié fondus ou cachés ou flous, en fait qui nous font penser, bah, tout de suite à, par exemple, à Silent Hill, effectivement, Ouais, ouais, que tu as carrément. Et évoqué, en plus, tout à l'heure. ouais, bon là évidemment le parallèle est obligatoire, et ce qui est bien, c'est que apparemment les Japonais, pour une fois l'assument, sans problème. C'est-à-dire que c'est une référence, assumée. On parle de Silent Hill 3 en l'occurrence. Alors, on parle de la cosmogonie générale de Silent Hill, Oui, évidemment, à l'échelle de Jacob a inspiré tout ça, et en particulier Silent Hill 3, donc sur PlayStation 2, avec des scènes explicitement inspirées, hein, scène du ils ont métro. recréé la voilà, exactement, ils ont recréé la station de métro, ouais. On peut pas faire mieux. Scène Mmh. du métro et scène de l'hôpital aussi, l'hôpital cauchemardesque, avec des grillages, scène finalement dans le jeu qui représente l'autre monde, hein. Ouais. Et là, c'est exactement ça. Là, les références sont assumées sur la façon dont, ouais, il y a dont les visages, bougent, et cetera. Mais tu sais, pour en revenir aux scènes de métro, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, et j'invite tout le monde à le voir en parallèle du film, parce que moi, sur l'édition que j'ai, qui est un ancien DVD, il y a pas de bonus. Mais sur YouTube, et en plus sous-titré en français, il est possible de voir un quart d'heure de scène coupée. Extrêmement Ah! intéressant. OK. Extrêmement intéressant. Je te donnerai le lien si tu le veux, tu pourras le mettre Ouais, en dessous carrément. la vidéo. Mmh. Extrêmement intéressant parce que, encore une fois, c'est des scènes coupées dont on n'avait pas envie qu'elles soient coupées. En tant qu'amateur du film, elles avaient tout à fait leur place, et Mmh. encore une fois, elles contiennent pas mal de symbolique, notamment dans le métro. Heu, le métro est hyper glauque, puisqu'on parlait du métro de Silent Hill aussi. Bon là, on est dans le même degré de mal qui suinte concrètement, tu vois? De mal qui Clairement. qui apparaît physiquement, quoi, Ouais, sous ouais, ouais. forme, d'atmosphère. Et on a, à un moment, il y a carrément une scène très troublante où, typiquement, échelle de jacobienne, ou Silent Hillesque, si on pouvait aller jusque-là dans les jeux vidéo, mais où il voit, tu sais, il y a une porte d'un local technique à un moment, quand il erre dans les tunnels, et il voit du mouvement sous la porte. Il ouvre la porte, et là, il surprend des sodomites, en pleine action. Mais on Ouais, voit que la fin, c'est vachement bien fait, et il le chasse, tu vois, comme si, voilà, ouais. ta place n'est pas ici, mais en même temps, tu vois ce que tu ne devrais pas voir, Mmh. mais tu le vois quand même. Donc c'est totalement glauque. Et puis c'est pareil, dans le métro, on a, la locomotive qu'il arrive à éviter de justesse, qui lui fonce dessus Ouais. et qu'il esquive, et c'est comme s'il manquait encore une fois une chance de sceller son destin, tu sais? Comme s'il n'arrivait pas encore à choisir sur les rails de son destin. Mmh. Mmh. Et donc, au dernier moment, voilà, il arrive à esquiver, et il est toujours dans cette errance éthérique, quoi, dans cet entre-deux, dans Ouais, lequel tout à fait. normalement aucun humain n'a sa place. Et en fin de compte, c'est là qu'il aperçoit ces mystérieux personnages dans ce même train, tracté par cette locomotive, donc dans ce métro bizarre. Il les voit et eux les voient. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est un échange. Ils Mmh. voient cette forme de réalité, mais eux le voient aussi. Il y a un Ouais. échange. Encore une fois, il y a un dialogue qui se crée. Et en fin de compte,
le dernier lui fait un signe à la fin. Le Mmh. dernier lui fait un signe et ça signifie pour moi qu'il a bien accès à un autre niveau de conscience, mais qu'il l'a pas encore compris, Il a pas encore une compris, ouais. fois. Mmh. Et c'est pour ça que dans tout le film et notamment dès le début, le rêve et la réalité se confondent et l'un étant la vérité de l'autre, en fait, et l'un étant autant la vérité que l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant, de voir qu'en fin de compte, on est dans la théorie des cordes, en fait, hein. C'est tout ça, c'est quantique, hein, tout Mmh. arrive en même temps et il est, lui-même, décliné à l'infini, qui vit tout en même temps parce que tout a déjà été et tout est déjà dans le futur en même temps et il a accès finalement à ça. Ce qui Mmh. la place encore une fois d'aucun humain avec, une structure, mentale telle qu'on l'a designée au début et hem et se retrouve comme ça dans les couloirs du temps et des vraisemblances. Et là, on est exactement justement comme dans Silent Hill. D'ailleurs, j'ai un ouvrage ici que je conseille à tout le monde, donc qui est Bienvenue à Silent Hill, qui est sorti Mmh. chez Third Edition. Je sais pas si Par tu connais d'édition? ce livre. Ouais. Si, tout à fait. Voilà, Third Edition, ouais, Third Editions. Moi, je mets Non, non, mais c'est les je Français, prends c'est la, les Français. voilà, je prends l'accent pour rien. Tu as tout à fait raison. Donc je le conseille vraiment parce qu'il n'y a pas énormément de littérature consacrée à Silent Hill. Eux, ils ont Mmh. fait le boulot et c'est hyper intéressant, on apprend plein de trucs et ça commence d'ailleurs par des lignes de scénario, donc c'est toujours intéressant de voir ça. Je conseille ce livre à tout le monde. Encore une fois, il y a pas énormément de trucs qui ont été écrits sur Silent Hill. Là, en plus, c'est français, donc ça vaut le coup et donc pour en revenir à Silent Hill, on voit, on voit ça, heu on parle de la même chose en fait. On parle de la même chose et c'est pour ça que quand on est sensible d'ailleurs à l'univers de Silent Hill ou à l'univers de l'échelle de Jacob, on est forcément sensible aux deux parce Oui. que on parle de la même chose. Et d'une Ouais, c'est certaine clair. manière, le jeu vidéo est une façon de. Il n'y a jamais eu de jeu échelle de Jacob, mais c'est une manière de prolonger l'expérience. Moi, je crois en ça. C'est-à-dire que je crois tu vois, l'entrecroisement des ambiances et des œuvres. Des fois, Mmh. on a des trucs qui nous plaisent, on dit putain, j'ai pas de, j'ai pas de quoi continuer l'aventure. Tu vois, il y a rien à lire, il y a rien à. Quand un film Ouais. nous plaît, par exemple, quand un livre nous plaît, on le reprend. Mais et en fait, moi, je crois en ça. J'y vois des parallèles sérieux et c'est pour ça qu'après, ça crée une ambiance autour de toi. Et finalement, ça crée une légende. Tu Bien regardes sûr. l'échelle de Jacob, c'est quelque chose qui te parle. Tu vas te renseigner sur deux, trois auteurs, quoi, à peu près, qui ont des plumes qui vont pareil te laisser dans cette même atmosphère, plus ou moins. Et puis, tu vas jouer à Silent Hill, qui est aussi une expérience particulière, hein. J'invite tout le monde à jouer à Silent Hill s'ils ne l'ont jamais fait, euh, qui est une expérience particulière et dont on garde quelque chose pour le moins. Voilà. Voilà, et c'est comme ça qu'on nage dans un univers et qu'on se crée aussi une étoffe pour ce qu'on pense et qu'on dans son si tu veux dans sa carte de l'imaginaire, c'est Mmh. comme ça qu'on crée des repères et des jalons. Et c'est comme ça qu'on grandit en fait. N'ayons pas peur des mots. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Tout ça c'est vrai donc pour Silent Hill à la différence que peut-être tous ces personnages monstrueux qui dodelinent, et j'utilise le terme et ce verbe Mmh. à À dessein, dessein, à dessein, dodeline, puisque voilà, pour renvoyer vers les mardis de l'ombre qui sortent, toutes les semaines, sur Instagram. Je vous invite à aller voir effectivement le travail de Gétro. voilà exactement. Donc sur Instagram, les mardis de l'ombre, qui sont des micro-nouvelles bizarres, d'épouvante et fantastiques, mystérieuses en tout cas, qui tiennent en 10 slides, ce qui est donc un exercice de concision pour moi, Mmh. et qui sont parfois dans l'absurde, etc. Vous retrouverez l'esprit de la quatrième dimension, Complètement. l'esprit de, voilà, l'esprit de, de tous les contes fantastiques un peu qui donnent sur l'éthérique et le bizarre, parfois plus concret, parfois moins concret, mais C'est voilà. ça. Et donc, dans les Mardis de l'Ombre, dernièrement, effectivement, un des épisodes s'appelait Dodeline, et dodeliner, vibrer, pour le moins, c'est ce qu'on voit faire les personnages monstrueux les visions et les apparitions euh, Et qu'on apparente à des apparitions un peu démoniaques, et qui voilà, c'est ça, et qui nous amènent un qui espèce explose. de flou, en fait. On C'est aimerait ça, voir le visage, on aimerait, voir exactement les traits, mais on n'y arrive pas parce qu'en fait, le il y a un mouvement extrêmement rapide, de la tête, qui amène un flou, en exactement. fait. Donc c'est inquiétant, c'est encore plus inquiétant quelque part que de voir vraiment le visage,
Et ça nous Et laisse dans le flou, finalement dans lequel littéralement, le film nous plonge et bien dans sûr. lequel on a du mal à raccrocher la vie de Jacob, parce que lui-même, alors là, s'il y a bien quelqu'un qui est dans le flou, c'est lui. Et c'est cette espèce de vibration qu'ils ont, donc ils sont les personnages sont souvent ne dévoilent pas tout leur visage, ont le visage Mmh. fondu ou masqué. La vibration sur laquelle ils vibrent, on sent bien que Jacob essaierait bien de comprendre, mais cette vibration, elle crée quelque chose de trop puissant pour qu'il puisse s'y connecter directement. Et ça, et donc il en détourne le regard la plupart du temps. Et ça, on le voit bien dans une des scènes coupées, encore une fois, une scène coupée assez longue, dans lequel il affronte Jezebel, sa copine, Mmh. dont on sait pas trop en fait quel jeu elle joue, et elle se met donc à vibrer, à dodeliner très fort, et dans une espèce de scène de combat, à la fin, il arrive à affronter ce personnage épouvantable, il arrive à la démasquer. Et qu'est-ce qu'il voit sous le voile? C'est lui. C'est lui qui voit. Bah oui, Jacob voit Jacob. logique. Là, voilà, logique, d'une certaine manière logique. Quand tu as En tout cas, que, la ben oui, révélation de la fin, tu ben, c'est logique. voilà, exactement. Et donc, tout ce qui se manifeste à lui, cette nature brutale de la réalité qu'on n'est pas capable de comprendre, elle est incommensurable pour son âme humaine, mais en même temps, euh, tous ces états incompréhensibles à ses yeux, qui dépassent notre imagination, tout ça, et on constate que ça n'a rien de réjouissant en fait, hein, tu vois. Ça n'a rien de réjouissant, on peut pas l'envisager. Notre propre schéma mental est pas fait pour ça. Mais comme Jacob, il peut désormais voir toute la maille euh, qui tisse vraiment ces mondes-là, sans pouvoir Mmh. les comprendre pour autant, il est une sorte d'élu qui s'est présenté à aucune élection, tu vois. Ouais. Malheureusement pour lui, il est une sorte d'élu qui s'est présenté à aucune élection. Et, euh, et c'est pareil que la scène du bain. À un moment, bon, dans ses errements, il brûle de fièvre, Ouais. et d'une fièvre un peu insolite. Et encore une fois, il est une sorte d'élu. Il va renaître encore à une forme de réalité différente. Et la scène du bain, pour moi, j'y vois aussi une forme de baptême. Baptême, bien sûr. Tu vois, Mmh. voilà, c'est un baptême parce que en fait, il échappe aux flammes de l'enfer. Les flammes de l'enfer qui sont pas forcément là pour te punir, mais qui sont aussi d'une certaine manière purificatrices. Et on va le voir après, parce qu'il y a tout ce message-là que lui dit Danny Aiello, Denardo dans le rôle du chiropracteur. Mais Mmh. voilà, pour moi, j'y vois aussi une forme de baptême. Et voilà. Moi, j'avoue que tout ça, c'est un peu Lovecraftien. Mais après tout, n'a-t-il pas posé pour nous des balises pour ici et au-delà? Ouais, ouais, mais c'est clair. Alors, Après, voilà. c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans tout le cheminement, en fait, du personnage, c'est que tu as l'impression qu'il, il chemine aussi bien par la pensée que, tu vois aussi le cheminement de son âme. Parce qu'au final, ce qui se passe à la fin, c'est la libération et il arrive au alors on spoil encore une fois, Ouais, il bah, arrive au paradis, hem, mais effectivement, c'est marrant d'avoir l'évolution, psychologique et en même temps l'évolution de son âme. À travers tout ça, on a la dénonciation, de l'utilisation des drogues de combat, des complots, des choses qui se sont faites qui étaient pas jolies, jolies, au niveau de l'armée, et notamment avec la alors, CIA, pendant absolument, la guerre ouais, du Vietnam. voilà, c'est ça. Et ça, c'est, si tu veux, c'est intelligent parce que c'est quelque chose qui est a priori, bon, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu uniquement comme une intrigue qui tourne autour de ça. Et on peut pas leur en vouloir, puisque de toute façon, chacun voit les choses comme il les voit et comme il les perçoit, en Bien sûr. fonction de son étoffe et de son expérience personnelle. Mais pour moi, si tu veux, ça, c'est l'intrigue secondaire. Et la dénonciation, elle est quand même là, hein. Bah, là, ça renvoie clairement à un thème qui est connu, qui est hyper intéressant d'ailleurs, mais on peut citer The Manchurian Candidate, film avec Frank Sinatra, Un crime dans la tête en français. Un film avec Frank Sinatra dans les années fin des années 50, je crois, ou début des années 60, Mmh. et avec un remake pas mal du tout, avec Denzel Washington, The Manchurian Candidate, je crois que j'ai pas envie de te dire de conneries, mais ça doit être 2000 quelque chose. Première décennie en tout cas. Ouais, ça me Et parle, ça me parle. voilà, et surtout un livre donc de Richard Condon, que voici, Un crime dans la tête, que j'invite tout le monde à lire parce que on est là-dedans, et c'est vachement bien tissé quoi. C'est passionnant en plus, ne serait-ce que pour la teneur thriller, et puis après tout ce que ça dégage comme notion. Encore une fois, j'invite tout le monde à s'interroger là-dessus, à se poser des questions, parce que effectivement, à chaque fois qu'il y a une guerre,
Ça donne l'occasion à ceux qui ne sont pas sur le front d'expérimenter, pour des gens qui finalement sont prêts à mourir pour, heu, pour tout, parfois n'importe quoi, ou en tout cas pas grand-chose pour ceux qui souvent les envoient au front et qui permettent, de faire des expérimentations, de faire des avancées scientifiques, qu'on n'oserait pas et que l'éthique ou même, la morale, ne daignerait pas, faire, en temps de paix. Mais comme ce sont des temps, d'émotions exacerbées pour le moins, voilà, Mmh. c'est un sujet qui est extrêmement complexe et intéressant et j'invite les gens à s'y intéresser et pour moi, puisque l'échelle de Jacob finalement on comprend que c'est aussi le nom de la drogue, Non, de la drogue, ouais. alors ça je sais ouais, c'est le nom de la drogue que donc un chimiste, a créé, un chimiste, un mec, de la génération hippie qui a été récupéré par le gouvernement, Mmh. comme les hackers en fin de compte. Mets ton Ouais. talent au service de quelque chose qui pourrait nous servir, même si c'est illégal, nous on te blanchit si tu travailles pour nous voilà et donc cette drogue-là aurait été, donnée, à l'insu, des soldats, sur le terrain pour voir après quelques tests ce que ça pouvait donner, toujours dans l'objectif de les rendre enragés, plus résistants, plus combatifs et sans peur ni aucune inhibition Mmh. et en fin de compte, voilà, ça finit en drame puisqu'on le comprend en réalité dès la première scène du film, c'est eux contre eux, quoi. C'est les GIs qui tuent les GIs puisqu'on voit à un moment cette scène étonnante de quelques secondes où on voit un hélicoptère huet, qui est donc l'hélicoptère du Vietnam, charismatique, qui Mmh mh, mmh. arrose, les GI. Donc il y a forcément un problème et même si c'est pas explicité dès le début puisque, encore une fois, la guerre du Vietnam était une guerre contre un enfin, du point de vue des Américains, une guerre contre un ennemi invisible. Le Viet Cong étant sur ces terres, connaissait le terrain ô combien et la configuration du terrain fait qu'il est très facile, en plus quand on est familier avec ce terrain, de s'y cacher, et de ne presque jamais être visible et de mener des assauts, sans être repéré De par l'ennemi. guérilla. Exactement et donc ils s'en sont pas privés, ce qui fait que ça paraît cohérent quand on suit justement les GI et qu'on est de leur point de vue à eux. Bien sûr. Et pour nous, on sait ça. Et donc on se dit: «Oui, bah, c'est l'ennemi invisible, OK, c'est le Vietnam». Sauf qu'en fait là, bah, c'est doublement l'ennemi invisible parce que l'ennemi n'est pas là. C'est ça. C'est son propre camp contre son propre camp. Ce qui déjà, constitue une tragédie, et un ressort, scénaristique entier. Il aurait pu faire le film que là-dessus évidemment. Ah Mais, bah, ça ça va rajoute vous évidemment à la tragédie ouais, et c'est vrai qu'à la fin, ça se termine avec ce carton justement, qui dit que, il a été reconnu que la CIA avait fait des tests, de drogue de combat, pendant le ouais, Vietnam. Mais c'est voilà. vrai que comme tu le dis, Mais c'est alter enfin, c'est autre chose en fait. Ce qui est intéressant avec le film, c'est voilà, qu'il te prend pas par la main pour te dire: «Bah, voilà, l'histoire c'est ça et puis on va du point exactement. A au point B et tout est balisé et tout est clair». Non et Heu, je pense que tu as tout à fait c'est raison. Bon, moi j'aime bien les films, qui sont, des films intelligents faits pour les gens intelligents, donc c'est-à-dire les films qui marquent pas intelligent sur la pochette, tu vois? mmh, Genre, ah ça c'est pas élitiste. Pour moi, c'est un film grand public et un film, dans lequel tu peux avoir ta dose de spectacle, ta dose d'intrigue et cetera. Mais encore une fois, j'en reviens à ma marotte, c'est un film qui donne à réfléchir, qui laisse quelque chose et bien ça, sûr, pour moi, c'est bien un sûr. enjeu fondamental. Fondamental dans l'écriture, fondamental dans l'enjeu fictionnel, enfin, quand tu crées quelque chose, en tout cas pour moi. Et Mmh mh. c'est la raison pour laquelle, oui, c'est un film intelligent, qui trouvera un public intelligent et c'est pour ça, à mon avis, que ça a été un four à sa sortie. Puisque quand les films sortent, c'est une autre loi qui se met en place. C'est la loi du box-office immédiat Ouais, et donc forcément, on va pas reprendre les exemples que tout le monde connaît, mais il y a nombre de films, je vais prendre un exemple, on parlait du top 10 tout à l'heure. Numéro un, Blade Runner pour moi. Je suis pas très ouais. original, mais je pourrais m'en expliquer un jour. Blade Runner et donc évidemment Blade Runner à sa sortie, c'est un four. Sauf qu'en réalité, il y a des ça laisse des traces et il y a des choses à comprendre. Bon, c'est Moi pour moi prendre un dans exemple vraiment que tout le monde connaît et un Moi, je peu t'aurais connu. dit Mais c'est vrai The que Thing. Je t'aurais dit The The Thing. Thing, Bon, bah, de le toute 1er façon, truc qui me serait venu moi personnellement, voilà, c'est ça, ouais. on parle du même été d'ailleurs, été 82. 82. Mmh. Donc The Thing, four. Alors là, doublement incompréhensible parce que, à la limite, si les gens ne comprennent pas
une certaine forme, d'intrigue un peu plus profonde et de double lecture, au moins ils peuvent aimer, le gluant. Tu vois? Tout ce Ouais, qu'a fait Rob Bottin et admirer son travail, de se dire quand même: «Les mecs sont bien barrés, quoi, ils sont bien barrés». Ça c'est clair. c'est bien gluant, tu vois? Donc il y a au moins ça. Mais là, enfin, ni l'un ni l'autre, bon après, bon, c'est pareil. Faut pas oublier que malgré le fait que pour nous, il s'agisse de références absolues, ça reste, un certain public. Parfois, on a Oui. tendance à voir tout à l'aune de se dire: «Mais je comprends pas pourquoi les gens ils aiment pas». Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont systématiquement allergiques à, tout ce qui va les confronter un peu à eux-mêmes et donc à l'horreur et donc au fait de réfléchir et cetera. Donc après, les films s'adressent à tout le monde et on sait et le box-office prend tout en compte. Bah, voilà. Mmh. Mais c'est bon, c'est des fours, bah, c'est des fours, hein, compréhensibles pour nous. D'ailleurs, en parlant de Carpenter, juste 2 secondes, on peut faire un parallèle aussi avec L'Antre de la folie, avec Sam Neill Oui. et L'échelle de Jacob. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de films qui laissent cette expérience-là, je reprends tes termes hein, en off dont tu m'as témoigné, qui sont des termes que j'ai trouvé très pertinents. Tu m'as dit que ce film était une expérience solide. Et je t'ai répondu effectivement, j'aime le respect et la pudeur que ces deux mots-là impliquent. Une expérience parce que ça l'est indéniablement et solide parce qu'il faut l'être autant que le film nous oblige à l'être là en l'occurrence. C'est un film solide pour les gens solides, c'est sûr. Et si tu ne l'es pas encore, ça va participer à ta solidification Mmh. C'est et à clair. ta solidité future. Donc ça c'est bien. Et l'antre de la folie c'est pareil. Hein. In the Mouth of Madness, c'est ça, Ouais. de Carpenter avec Sam Neill. Alors évidemment, j'invite tout le monde à le voir si vous ne l'avez pas vu, film exceptionnel, et cetera. Où on est encore une fois, entre les mondes, hein, d'une certaine manière. Bon là, Clairement, peut clairement. peut-être plus pour des raisons purement psychologiques, mais en tout cas, ouais, c'est un film dans lequel il y a cette chose-là aussi qui traîne et qui est très intéressante. Voilà. Mmh. Sutter Kane, Sutter vo Kane, Sutter Kane, voyez ce film. l'ersatz, de Stephen King. Tout à fait. Ah ouais, ouais, putain, ah là là, cet Arcane, sacré personnage, mon pote. Bref, donc voilà. Donc, où en était-on? Bah oui, donc, regardez l'échelle de Jacob, voilà, l'émission est finie, allez Voilà, hop. ouais, exactement. Non, juste par rapport j'en étais au bain en fait, et je te disais, c'est une sorte de, j'y vois aussi la symbolique du baptême. Mais là, Ouais, quand il brûle de fièvre à 41 degrés, je me souviens de cette ouais. fièvre inconnue, c'est ça, c'est les flammes de l'enfer qui tentent de le consumer mais lui, voilà, il est encore une fois sauvé. Il Oui, parce renaît que encore une fois de ça. parce que ça lui arrive en plus au moment où il est dans la fête et où il y a, C'est ça. où tu peux, on dirait un peu qu'il est dans le, dans le pit, en français je Ouais, l'ai dans pas, le mais, puits, le dans puits, la cuve. dans les voilà, l'espèce de cuve avec toutes les âmes, autour de lui qui sont en train de, voilà, C'est ça. se déchaîner et tout ça et ça Ouais, fait le vraiment purgatoire. l'image t'y ramène tout de suite, en fait. C'est ça, ouais, c'est une image de purgatoire, comme tu dis, c'est ça. Et en fait, voilà. Et non, il décide de conserver sa malédiction de l'errance par manque de lâcher prise, encore une fois. Mais Et à un moment, il y a l'odieux chirurgien monstrueux dans l'hôpital cauchemardesque mmh, qui lui dit: ouais, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Phrase définitive et effrayante. Il n'y a pas ah oui, d'ailleurs. Et pourtant, son chiropracteur et ami, donc Danny Aiello, là, de Nardo, euh, qu'il compare, comme tu as dit, à un ange, plutôt dans le film, avec les lumières des praticiens. Et là, mmh, dans le dos, on dirait une auréole. Et il lui dit, on dirait un ange, tu ressembles à un chérubin, tu vois. C'est ouais, assez touchant quand il lui dit ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, alors là, pareil, là, c'est symbolique non dissimulé et référence non dissimulée, parce qu'à un moment, il y a une grande tirade dans laquelle il va citer Maître Eckhart. oui, Je sais pas si tu te rappelles, donc Maître Eckhart, tout à fait. je rappelle, c'est Eckhart von Osheim, qui était, c'est pour situer rapidement, il est né aux alentours de 1260 de notre ère et mort vers 1328 dans le Landgravia à côté de Thuringe et ou plutôt il est mort vers Avignon, je crois, il est né là où je viens de dire. Et en fin de compte, c'est un théologien, philosophe allemand, euh, qui est le principal représentant du courant spirituel catholique qu'on a appelé la mystique rhénane. Et donc il le cite dans son texte. Et la Mmh, recherche fondamentale de Maître Eckhart, c'est
en quelque sorte, c'est de dire que l'unité est l'origine commune de Dieu et l'homme. Là aussi, on est dans le film, tu vois, on comprend ça. Et que le but de l'union, et le but de tout ça, c'est l'union mystique qui prêchait. Et on est dans ça dans le film. Le but est de retourner à Dieu, de remonter l'échelle de Jacob. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi intéressant. Et quand il cite Maître Eckhart, je cite le dialogue du film, je l'ai noté. Mmh. Danny Aiello, Denardo, le chiropracteur, lui dit, en le massant, en essayant de lui remettre les vertèbres dans le bon sens parce qu'il a eu un accident. Eckhart a vu l'enfer aussi. Il a dit, la seule chose qui brûle en enfer, c'est la part de toi qui s'accroche à la vie. Tes souvenirs, tes sentiments. Tout ça brûle, mais pas pour te punir, pour libérer ton âme. Ce qui renvoie à ce que je disais dans la scène du Et bain. ce qu'on a vu même, faire, Jézabel, quand elle prend les photos, en fait, de ses gosses et Exactement. cetera, de sa vie, en fait, passée Tout à et qu'elle fait. les jette dans l'incinérateur, en fait. Exactement. Tu fais C'est là qu'on plaisir. comprend qu'en fait, que Jézabel, elle est pas si peut-être pas si méchante que ça, c'est peut-être pas si binaire que ça, en fait. Ah, exactement, c'est complexe, c'est un personnage qui est entre 2, comme ce genre de personnage qu'on peut justement apercevoir entre les mondes. On sait Mmh, pas exactement et on peut pas vraiment comprendre. De toute façon, encore une fois, on va pas épiloguer, mais s'interroger sur la nature bénéfique, et manichéenne des anges, quelque chose de très intéressant. N'oublions pas que, Satan est un ange, est un ange à la base. Mmh. donc déchu certes, mais bon bref. Et je laisse chacun ensuite faire son chemin là-dessus et entretenir sa propre réflexion personnelle, mais c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants et de tout temps, preuve en est, on est en train d'en parler. Mais, Mmh. mais comme tu dis, heu, elle prend ses photos, elle les met dans l'incinérateur. Alors c'est un système incroyable d'incinérateur aux États-Unis, faut le voir pour le croire, hein. C'est-à-dire que Ouais. nous, on a les vides ordures, ce qui est déjà pas très propre et safe. C'est un vieux système à ne plus faire. Et on va dans le couloir et on jette, si c'est pas chez soi, le truc qui descend directement dans la poubelle. Aux États-Unis, ils ont ça et ça brûle en dessous, en permanence. Tu vois le truc un peu de dingue. Bon bref, ça m'a toujours. J'en ai vu quand j'étais à Boston, c'est impressionnant. Tu dis la maintenance de ces trucs-là, ça n'a pas de sens. Le risque incendie, c'est incroyable. Le Bon risque bref. incendie, ouais, surtout. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et pourtant, bon bref. Et donc elle jette ça et c'est exactement ça. Et ce que tu disais est tout à fait vrai. Et donc le dialogue continue. Il lui dit, donc si tu as peur de mourir, si tu te cramponnes, tu vois des démons t'arracher à la vie. Parallèle, un peu comme dans Ghost d'ailleurs. Et je rappelle donc que le scénariste de l'échelle de Jacob, Bruce Joel Rubin, est le scénariste de Ghost aussi. Parce qu'on Ah n'est pas OK. revenu sur leur carrière, autant le réalisateur Adrian Lyne que le Bah, scénariste. je vais y venir après Ouais, sur Adrenaline, on y viendra mais ouais, après. effectivement. Ouais, parce qu'elle est assez marrante, leurs carrières sont assez marrantes. Mais en tout cas, revenons à ce qu'on disait, donc le dialogue. Donc si tu as peur de mourir, si tu te cramponnes, tu vois des démons t'arracher à la vie, donc un peu comme dans Ghost. Mmh. Mais si tu as fait la paix en toi, ces démons se muent en anges Mmh mh. qui te libèrent de la terre. Et là, on est aussi dans le Bardo Todol, le livre des morts tibétains que je disais, on est exactement là-dedans. Ouais, mais c'est Donc ce que encore une tu disais fois, tout voilà, à l'heure, ouais, tout à fait. c'est ça. Et Et donc, c'est lui qui donne les clés un petit peu d'ailleurs, sur c'est cette, ça, quand il cite, à ce moment-là, il te donne les clés du truc en fait et c'est là qu'il exactement. lui explique, voilà. Et donc c'est après c'est, carrément encore plus explicite puisque, une fois qu'il a fini de lui remettre les vertèbres en place, donc le chiro, il lui dit, il fait comme Jésus à la piscine de Bethesda, Mmh mh. avec l'infirme, tu vois? Il lui dit: «Lève-toi et marche, quoi. Et marche. Mmh. On peut pas faire mieux. Lève-toi et marche». À la piscine de Bethesda ou sinon à Lazare qui sort du tombeau carrément: «Lève-toi et marche». Et là, Jacob se lève, il marche et le chiro ponctue par: «Alléluia». La boucle est bouclée. C'est Et clair, Jacob est rené encore une fois. tout à Et fait. voilà, et voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est enfin ouais, on peut en parler effectivement pendant un bon moment de Tu toutes vois? ces références, de tout ça et voilà, encore une fois, c'est, effectivement, ça amène beaucoup de cheminement, intellectuel, ce film. C'est clair. Hem et pourtant, à la base, ce scénario, il était, réputé, inadaptable. Oui, alors j'ai vu que c'était mis sur le coup, il y a Ridley Scott, je crois d'ailleurs, Ah oui, ils ont mis Ri en fait, ça a fait tout le tour d'Hollywood, en fait, basiquement. tu vois? Comme souvent. Et donc les mecs, alors peut-être que par honnêteté, honnêteté intellectuelle et artistique, certains, sont tombés dessus et se sont dit: «Ouh là là, c'est que ce morceau, j'y arriverai pas, on pourra pas». Ah oui. Et peut-être que d'autres sont passés à côté, mais encore une fois, ouais, ça fait partie de ces omnibus, scénaristiques qui passent dans toutes les mains à chaque arrêt d'Hollywood Mmh. et qui trouvent pas tout de suite preneur, c'est vrai.
Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que ça termine dans les mains d'Adrian Lyne, parce que jusque-là, il s'était surtout illustré pour des films comme Flashdance ou 9 semaines et demie, si tu veux. Mais c'est Ce incroyable, qui c'est lui ce qui qui a n'a fait. rien à voir. Non, mais tu te rends compte, c'est lui qui a fait le clip de She's a Maniac, Oui, oui, bah oui. Maniac. C'est incroyable. Et donc Flashdance, ouais. Et donc c'est ça qui est dingue, quoi. C'est que le mec, s'il l'a fait et qu'il a réussi à le faire comme ça, c'est qu'il y avait quand même quelque chose en lui qui appelait ça. Mais après, le boulot, ce qu'on te propose, là où t'en es au moment où t'en es, tout C'est ça ça. fait que, Mm. euh, effectivement, Adrian Lyne, 9 semaines et demie, le Lolita de 97, qui est pas si mal d'ailleurs, Flashdance, tu te dis putain voilà. Et c'est pareil pour Bruce Joel Robin. Donc Ghost, genre des films comme Deep Impact, tu vois, Ghost intéressant, Ghost, hein. Ghost Ouais, intéressant. ouais, intéressant, Quand même, intéressant. voilà. Deep Impact, bon, film à grand spectacle. Stuart Little. Ah oui, effectivement, c'est Donc là, différent. le mec fait l'échelle de Jacob et Stuart Little. Bon après voilà, l'écrivain qui est devant toi fera peut-être un jour, je sais pas la la biographie d'Alain Madelin parce qu'on lui demande. Non, je plaisante. C'est une private joke par rapport à un écrivain que j'aime beaucoup qui a vécu de sa plume, qui est malade aujourd'hui. Je lui souhaite le meilleur, qui s'appelle Jean-Paul Bourg, qui a fait beaucoup de choses et qui a écrit beaucoup de choses. Et lors d'une émission, on lui disait ouais, mais qu'est-ce que c'est que vous avez écrit une biographie sur Alain Madelin, tu sais, genre dans le niveau d'intérêt de ce que le mec a écrit, Mm. tu te dis mais pourquoi? C'est comme s'il avait écrit un livre sur la méthode comptable, quoi. Et bon, les gens font ce qu'ils peuvent et voilà, moi je crache pas dans la soupe et surtout je ne jette pas la pierre évidemment. Mais c'est vrai que c'est étonnant. On préfère, tu sais, les mecs iconiques. On préfère un Carpenter qui va dire ouais, le mec il a fait que des trucs particuliers, spéciaux. Tu Mm. vois, la filmo elle a de la gueule. En plus il est un peu maudit et puis ça ressort à un moment. Les gens comprennent enfin. Et en fait non, Adrian Lyne il a fait l'échelle de Jacob qui est pour moi un chef-d'œuvre et il a fait Stuart Little. Enfin, c'est le scénariste de Stuart Little, c'est le même qui a écrit l'échelle de Jacob. Et l'échelle de Jacob, malheureusement, pour moi, n'est pas issu d'un bouquin. J'aurais bien aimé le lire. Mm. Et on est obligé de se faire soi-même toutes ces petites, si j'y arrive, voilà, références autour de soi pour se créer son univers échelle de Jacob, tu vois, et mieux comprendre le truc et se dire que Alors, finalement, il y a des trucs qui mériteraient d'être écrits. Il y a juste un livre qui est sorti, qui est le scénario que j'ai pas. Il va falloir que je me le procure un jour, qui est assez cher. ok. C'est le scénario avec les images. Donc, tu sais, mais le scénario, je sais plus comment ça s'appelle, en livre, quoi, qui est Storyboard. vachement bien. Excuse-moi. Ouais, ouais, c'est pas vraiment un storyboard, mais c'est un, voilà, il y a ce document-là qui existe. Ok. Mais tu voulais dire un truc, je Non, mais parle. effectivement, si on veut rester dans cet univers, le créateur de American Horror Story a dit qu'il s'était largement inspiré de l'échelle de Jacob pour écrire la saison de la série qui s'appelle Asylum. Eh ben, j'ai pas vu et moi j'ai lâché l'affaire, pas du tout parce que ça me plaisait pas, mais parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Mais tu me Mm. mets c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure et là tu le redis et c'est un tuyau que je ne manquerai pas d'exploiter. Voilà, donc pourquoi pas aller faire un tour du côté de American Horror Story Asylum si on veut rester dans l'univers. Voilà. Carrément, carrément. Et donc voilà et pour poursuivre, bah, sur le film, ce qu'on peut dire encore, c'est intéressant aussi. Alors on parle de Gabriel, Mais l'archange Gabriel, hein, c'est, celui enfin qui lui permet l'accès au paradis d'ailleurs. celui qui lui permet l'accès au paradis. C'est, Gabriel, c'est celui qui révèle, c'est la main gauche de Dieu, hein. Donc on est tout à fait là-dedans. Qui est Heu, interprété par Macaulay Culkin, un tout jeune Macaulay Culkin qui n'est même pas crédité. qui n'est même pas crédité et qui est le Macaulay Culkin mignon, avec sa petite tête d'américain, blond angélique, que tout le monde aimait bien. Comme quoi la génétique et le vieillissement, on voit ce que ça peut faire. Je suis un salaud. J'aime surtout que chacun fait ce qu'il peut comme il peut et que Macaulay, il a une vie qui est pas facile non plus, mais c'est vrai que c'est toujours amusant de voir, comment les choses évoluent. Mais Macaulay Culkin là, il est vraiment trop mignon, tu vois? Ah, puis D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est sorti la même année que Maman, j'ai raté l'avion. ouais, et ouais, bah voilà, c'est ça. Alors, je vais dire un truc très bizarre, mais moi, je suis l'homme du bizarre. Ne suis-je pas un observateur attentif du bizarre? Vas-y. Macaulay Culkin. Regarde bien la tête de Macaulay Culkin à cet âge-là. Ouais. Je te jure qu'il a une ressemblance physique conséquente avec Howard le canard. J'y reviens. Tout est Regarde connecté. bien. Tout est Tout est connecté. connecté. Et si on a Tim Robbins qui joue le père de Macaulay Culkin dans l'échelle de Jacob,
c'est pas pour rien. Peut-être que quelques années avant, il a joué celui qui guide Howard le Canard dans son deltaplane ULM. Et non, mais blague à part, j'ai toujours vu une ressemblance physique entre Macaulay Culkin et Howard le Canard dans les grands yeux bleus un peu ébahis et la petite bouche comme ça. Bon, c'est très bizarre, mais quand j'en parle, ça fait rigoler les gens souvent. Donc, je raconte mes conneries. Après tout, tu m'as invité. Non, mais faut Je... faut faire un faut faire un montage, Ah, les mais mettre à côté l'un de l'autre, pourquoi pas, je hein? te jure, il y a quelque chose d'assez malsain et bizarre dans cette histoire. Bref. Et donc, pour reparler sérieusement de Gabe, donc son fils Gabriel, Oui, c'est ça, en fait, le lien qui rend Jacob inconsolable. C'est ça, cette émotion qu'il bien n'arrive sûr, pas à dont lâcher. il n'arrive pas à se débarrasser. Mmh, Et c'est ce fil qui est trop chargé d'énergie et d'énergie diverse qu'il retient entre les mondes, en réalité. Et en définitive. Et c'est pour ça que Jacob, il doit faire ce boulot d'automutilation émotionnelle. Il doit couper ce cordon-là, mmh, comme on voit d'ailleurs l'image du cerf-volant à la fin. Il doit couper la corde du cerf-volant parce que c'est un sentiment qui le retient et donc qui est toxique et dangereux. Et même si on a l'impression de le trahir, ce sentiment, pour de bonnes raisons qui sont de mauvaises raisons en perspective de ce qu'est la vraie nature de la réalité, qui n'accepte pas le sentimentalisme, mais qui répond à sa logique propre. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas calibrés pour comprendre, mais dont nous faisons partie malgré tout, et que nous sentons intuitivement sans pouvoir l'envisager. Et, euh, et là-dedans, on peut encore voir un parallèle avec ce qui arrive à Alessa dans Silent Hill, tout simplement, puisque finalement, ses énergies, en l'occurrence pour elle, elles se concentrent tellement qu'à un moment, elle favorise l'apparition d'une entité supérieure qui va lui donner le pouvoir de dominer son environnement et tous les gens qui y figurent. Pour moi, c'est la même chose. Et donc voilà, et tout le monde est ensuite est pris dans le cauchemar d'Alessa. C'est grâce à ce même fluide-là qui peut être, qui pas bien ou mal, qui est aussi bien que mal et aussi mal que bien, mais en tout cas qui est très puissant et duquel on ne s'approche pas indûment et duquel on ne s'approche pas sans payer un lourd tribut quoi qu'il arrive. Il y mmh. a, il faut que l'équilibre, il faut que l'univers soit en équilibre. Il y a un pendant à ça. Bon, c'est la roue de la vie, c'est dans l'hindouisme, on trouve beaucoup de choses qui ont un trait à ça aussi. Et finalement, donc Jacob, on le voit accéder à cette vérité. Il y consent, on le voit à la fin, il rend les armes, il lâche l'affaire. Il Mmh. arrive parce il a compris un peu ça, même si ça semblait horrible et impossible à croire. Et en fin de compte, ça y est, il est prêt. Il est prêt et il est prêt il a compris que la soudaineté de la mort, elle s'éclaire aussi comme un langage qu'il peut maintenant comprendre à la fin, une fois qu'il a accès au secret. Et il y voit clair pour la première fois, finalement. Et sa mémoire se replace dans les couloirs du temps. Et puis, il peut y aller, il se libère. Mais c'est aussi une histoire de rédemption face à soi-même, encore une. Et Oui, bien sûr, face à la c'est clair. pesanteur de notre propre âme, tu vois, Mmh c'est mh. notre lot à tous. Hein. Il coupe la corde du cerf-volant, donc comme je disais tout à l'heure dans le film. Ouais. Et Jacob peut désormais rejoindre son fils, Gabe, et monter l'échelle. Et on en est là, et c'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure je te disais j'ai pleuré, parce que franchement, quand tu te le prends, t'es là. Donc malheureusement, moi je l'ai pas vu au cinéma, mais on sait créer les conditions de calme et d'attention qui nous permettent d'être happés par le film. Et c'est vrai que ouais, la larmichette, parce que c'est puissant et lourd. Puis on accompagne ce personnage-là jusqu'à la fin, et il fait le tour. Donc c'est fort. Ah ouais, Alors non, mais est-ce que c'est clair, c'est une... tu te prends aussi beaucoup d'affection Eh oui, et tu t'accroches et tu as une vraie forme d'empathie pour lui, donc c'est sûr qu'à la fin, quand ça se termine, c'est d'autant plus puissant qu'effectivement il retrouve son fils et cetera, donc c'est voilà. ah ouais, puis le thème de Maurice Jarre, je veux dire, pardon, excuse-moi, je mets des patates dans mon micro. Le thème de Maurice Jarre, ce thème au piano, voilà, ça aide à, c'est la musique et la vague qui aident à porter l'émotion, évidemment, et Bien qui sûr. déborde de l'écran et qui déferle sur le spectateur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Et voilà, et voilà donc ce qu'on pouvait dire là-dessus. Alors après, pareil, dans les scènes coupées, il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait détailler. Encore une fois, je t'invite à les regarder dès qu'on aura fini l'émission. Je me Mmh. rappelle d'un truc assez marquant aussi. À un moment, il est dans une gare, il essaye de prendre un billet pour Chicago. Il voit qu'il est poursuivi par des gens qui le fixent, espèce de regard masculin un peu malsain. On ne sait pas ce qu'ils veulent. C'est assez pesant.
Et Mmh. après la scène où il surprend des mecs en train de s'endoffer, c'est d'autant plus particulier. On sent une certaine pression à ce niveau-là, tu vois. C'est un peu bizarre. Et il est dans la gare et il va aux toilettes. Alors il se passe une scène un peu curieuse, mais surtout symboliquement, on voit un mec en train de se laver les pieds dans un lavabo. Mmh. Alors pareil, le lavement de pied, c'est ce qu'on appelle le pédilavium en latin. Mmh. C'est le lavement de pied. Putain, faut que j'arrête, excuse-moi. C'est le lavement de pied rituel qu'on a dans qui est un rituel chrétien en fait, qui rapporte à Jésus. Et, et en fait là, on s'aperçoit que le mec se lave les pieds et quand il regarde dans le lavabo, c'est plein de sang en fait. Tu vois. Mmh. Donc est-ce que c'est pas toutes encore une fois la symbolique de les parties qu'il devait abandonner, de cette souffrance, de son corps organique, etc., pour pouvoir Mmh mh. accéder à quelque chose d'autre, encore une fois. Mais c'est une scène qui est très marquante et dans le dérangeant, c'est parfaitement écrit, tu vois. C'est super Mmh. pertinent. On voit un mec un peu bizarre qui se récure les pieds, on sait pas ce qu'il a, il se barre. Jacob sort des chiottes et il arrive et il voit qu'en fin de compte le lavabo est plein de sang. On reste sur notre fin, comme tu le sais. Enfin, comme j'ai déjà expliqué, moi, j'aime ce qui laisse plus de questions que de réponses. Alors, je sais que tout le monde n'est pas de mon avis, mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a de quoi moudre et c'est plaisant. Euh, voilà. Juste pour finir là-dessus sur la symbolique, par rapport à l'échelle de Jacob, on peut aussi Mmh. évoquer rapidement l'hindouisme. Et on peut voir dans l'échelle de Jacob un parallèle avec ce qu'on appelle le Kundalini, espèce d'énergie qui Ouais. serait, un serpent d'énergie qui serait Serpent, logé au ouais. Mmh. creux de nos reins. Un peu comme le caducée, tu sais, qui voilà, Mmh. avec un mouvement qui monte et qui descend, comme les anges montent et descendent à l'échelle de Jacob. Donc le Kundalini, bon, pareil, j'en- j'encourage les gens, il faut faire ça. J'encourage les gens à se renseigner sur tout ça, sur l'hindouisme en général, mais même sur ça, sur ces énergies-là. Vous Bien sûr. trouverez ça dans les Upanishads, les Yoga Upanishads, qui sont 20 Upanishads mineurs, si je me souviens bien. Donc c'est de l'hindouisme, et dans l'hindouisme, il y a aussi les 7 Upanishads, qui là sont pas mineurs. Encore une fois, j'encourage tout le monde à se renseigner sur les choses, parce que voilà, là on parle de cinéma, on parle d'un film américain qui est sorti en 1990, et on arrive à des croyances qui sont dans la tradition de l'homme depuis toujours, parce que tout a un sens, et ce sens est le lien qui est tissé entre nous, même quand on ne le voit pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut le dire et le répéter. Et ça, c'est bien, parce que quand on découvre ces choses-là, on voit mieux la vie, on comprend mieux tout ça. Et on comprend parfois qu'on comprend rien, mais c'est déjà comprendre Il quelque faut chose au moins. l'accepter. Exactement. Donc voilà, et ça c'est super. Donc voilà. Vas-y si tu voulais, je sais pas comment tu veux orienter le Non, non, propos mais maintenant. J'ai encore quelques j'a trucs à dire y a sur pas de les souci. Moi, influences diverses. j'avais juste noté un petit truc, c'est que l'acteur, qui joue un de ses anciens camarades, qui va l'appeler et qui va lui demander de venir dans le bar. Tu me fais plaisir, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. On parle de Prout Taylor Vince. Voilà, alors lui, c'est un acteur que j'aime beaucoup, Oh là que là, j'avais vu notamment dans, Identity. Constantine, Et exactement, j'allais y venir, Constantine. dans la brume électrique, Angel Heart, Tuernay, Sailor et Lula, Mississippi Burning, j'en passe et des meilleurs. C'est ça. Et donc, effectivement, cet acteur qui est très particulier, on le repère assez facilement. Moi, il y a un truc qui me Ah ouais. fascine toujours, c'est son mouvement rapide des yeux. Ah oui, Il a oui, bien les sûr, yeux c'est qui son bougent en permanence. nystagmus. Ouais, Ouais. c'est le Et nystagmus. C'est un syndrome comment dire, de mobilité excessive des globes oculaires. Et mmh, ça peut s'exercer, lui en l'occurrence, c'est à l'horizontale, de droite à gauche, mais c'est aussi vrai à la verticale. J'ai vu quelqu'un qui avait ça à la verticale, je peux te garantir que c'est d'autant plus flippant, quoi. Mais c'est pas facile à vivre, j'imagine, pour lui d'avoir cette vision saccadée en permanence. Mais ouais, il a un nystagmus qui effectivement, lui a fait avoir des rôles, souvent en second rôle, ou enfin même en tiers rôle, mais mmh. c'est un acteur qu'on retient et qui fait Et vraiment tu le plaisir. remarques. Bah, tu le Ah remarques tout de oui, suite. il est excellent, il est excellent, Et puis, il est et excellent. effectivement, cet acteur qui donc dans l'échelle de Jacob meurt, alors potentiellement tu sais pas d'où ça vient, mais il meurt dans Ah une oui, explosion, ouais, ouais. heu et ben meurt tué par un démon dans Constantine quelques années plus tard. Il Heu, meurt tué par un démon et pourtant il était sur le point d'être sauvé par un ange oui, dans le liquor store en dans les fait, Costors, ouais. dans le liquor store. Et Donc c'est très enfin j'ai trouvé ça marrant en tout mais cas, quoi. exactement, exactement, tu soulignes exactement, exact, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça. Scène marquante dans Constantine où en fin Oui, de compte, il boit il déborde de fluide et, et il a soif.
qu'encore Mmh. une fois, c'est par son vice en fait, tu vois, sincèrement, Ouais. c'est un homme du clergé, je crois, qui boit et Oui, parce qu'il a voilà, il a des informations, il a des c'est voilà ça. et en fait, je crois que le fait de boire, ça lui permet de se couper de ses capacités Exactement, exactement. et de pas devenir fou et donc il arrive, il commence à voir des trucs ou à entendre des trucs et il se dirige effectivement dans une petite épicerie et donc il va pour prendre des bouteilles et le démon qui veut se débarrasser de lui, lui jette une espèce de sort et en fait, il a l'impression que toutes les bouteilles, ne veulent pas couler, en fait et donc C'est ça. il ouvre des bouteilles et il n'arrive pas à boire. Il arrive pas à boire et pourtant il déborde. Il déborde de Oui, boisson mais et ça c'est sort de ça sa on le bouche. Ouais. ça lui il ne le voit pas, en fait. Lui, il le voit pas, c'est ça. Techniquement, les bouteilles coulent normalement. C'est lui juste lui, il a Voilà, l'impression que ça ne se passe pas comme ça. L'autre, il lui a acheté, une espèce de sorte de dissimulation un petit peu et donc il c'est voit pas incroyable. la réalité des choses et donc il finit par, bah, s'intoxiquer, et mourir à cause de ça et dans, cette épicerie, il y a effectivement un kidam, hein, a priori, Ouais, qui arrive et donc on voit un espèce de ralenti avec le démon qui arrive au-dessus et l'ange, donc qui ce déploie fameux ses kidam ailes, qui ouais. d'un coup, voilà, a des ailes, en fait, a des grandes ailes et tout et puis, qui vient Ouais, se pencher au-dessus de lui pour l'aider, en fait et ouais, Marc, superbe scène et merci d'en avoir ouais, parlé parce qu'effectivement, si vous n'avez jamais vu Constantine, intéressez-vous à la BD, mais regardez le film aussi qui est Reeves, magnifique. Super film. Moi, j'en garde vraiment un très bon souvenir, avec un Jimon Hounsou étonnant, oui voilà, enfin bref, non, super film et et puis une super scène représentation et de Lucifer extraordinaire. Lulu. là, si vous voulez vous habiller en blanc et marcher dans la merde, vous le ferez jamais avec autant de classe que lui. Il est oh, non, mais Vous j'adore cet acteur, mais Ouais, pour le forcément. coup, Là, justement, ça tombe très bien parce que là, on parlait de Prout. C'est un nom bizarre, c'est un prénom bizarre en français. Prout. en français, ouais. Prout. Taylor Vince. Et là, voilà, bah là, c'est pareil, c'est des acteurs dont on est obligé On les a de vus 1000 tomber fois. amoureux. Et on les a vus 1000 fois, on les adore et ils deviennent cultes parce que leurs performances sont toujours super racées, super marquées, C'est ça. bizarroïdes. Et les mecs sont, voilà. Moi, franchement, à qui certains réalisateurs font appel pour faire des petits rôles de temps en temps. Moi, j'ai jamais eu particulièrement envie d'être acteur et tout ça, mais je joue et si un jour et je suis amené à faire vraiment des trucs dans le cinéma, c'est ce que je me souhaite. Moi, j'en ai rien à foutre d'être en haut de l'affiche, de machin. Moi, c'est écrire qui m'intéresse et développer mes idées. Mais par contre, si on reconnaît avec ma gueule, ma voix ou ma folie un certain truc, moi, c'est ça que je voudrais. Tu vois, c'est une carrière comme ça, même moindre, hein, mais Ouais, mais faire que des rôles comme. c'est des gueules, c'est des Mais gueules. c'est des gueules, c'est extraordinaire, les mecs. Putain, ça Mais marque vraiment, ça, c'est tu t'en super. souviens parce que, par exemple, donc là, l'acteur dont on parle, c'est, Peter Stormare. Pour Oui, le coup, Stormare, ouais, Stormare, ouais. Stormare peut-être, ouais Ouais, et effectivement qui joue à Broodsy, par exemple, dans Prison Break ou, voilà. qui joue le cosmonaute russe dans, Armageddon. Enfin, Ouais, tu sais où exactement, ouais. on l'a vu 1000 fois et à chaque fois il joue, parfaitement en fait. Il est dans le rôle, il est voilà. Ouais, qui joue le méchant dans 8 millimètres aussi, Ouais, bien sûr. le pornographe snuff movie qui fait Ouais. des snuffs, c'est incroyable. Non, mais voilà, enfin bref. Donc ouais, acteur charismatique. Et en parlant d'acteur aussi, n'oublions pas. Alors moi, un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a vraiment pas beaucoup vu, mais qui a un physique que j'ai toujours trouvé assez marquant, c'est Matt Craven. Matt Craven, donc qui est le chimiste dont on parlait tout à l'heure, Oui. l'ex-hippie qui a créé le LSD de synthèse, qui a donc créé l'échelle de Jacob que Mmh. l'armée a décidé d'expérimenter sur ses soldats à leur insu. Et Matt Craven, donc qui a une tête que moi j'ai adoré. On le voit pas souvent, mais à chaque fois il m'a marqué. Dans USS Alabama, film de Ouais. sous-marin avec Ouais. Denzel et comment Gene Hackman. John ouais. Ouais, et ben super rôle, second rôle bien tenu, voilà, physique que j'aime bien, tu vois, pas voilà, un peu Sean Pennien, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. plus Je vois ce que tu veux pointu, dire. et Ouais, ouais. tu vois, j'aime bien. Moi, j'aime bien et donc voilà, Matt Craven, respect, pas beaucoup d'informations sur, enfin, pas une filmo de ouf, mais j'aime aussi voir l'échelle de Jacob pour voir ces mecs-là, tu vois? Et je me souviens, c'est comme, tu sais, j'ai pas découvert, The Wire quand il est sorti. Ouais. Sur écoute en français, c'est ça, hein. J'ai pas Ouais. découvert The Wire quand il est sorti. Mmh mh. Mais par contre,
Alors évidemment, honte à moi, Alzheimer, quand tu nous tiens, on peut pas avoir toutes les références en tête. J'ai oublié le nom de l'acteur principal de The Wire, l'anglais là. Mmh mh. Bref. Et ce mec-là, en fait, j'aimais bien son physique, sa manière de jouer, mais moi je l'avais vu dans un film qui est pas un film très connu, qui s'appelle Mémoire effacée. En français, qui est un Mmh. film qui traite du problème extraterrestre, qui est un film très intéressant, très particulier. Plus que du problème extraterrestre, il parle de voilà du mystère un peu de gouvernement noir qui voilà qui entretiendra des relations avec des entités supérieures, etc. C'est un film assez dur avec son nom m'échappe aussi évidemment, une actrice très connue, rouquine d'Hollywood. C'est pas Jessica Chastain parce que ça je m'en souviendrai. René Russo? C'est pas René Russo, c'est marrant, j'ai regardé L'Arme Fatale 3 hier. C'est pas Ah René ouais. Russo, hier soir. Non, non, c'est évidemment une des trois sorcières d'Eastwick. J'oublie son nom Ah, Kidman, parce que Nicole Kidman. non, c'est pas Nicole Kidman. C'est Non? oh Nicole là Kidman? là 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 là. Attends. Ah! Bon écoute, regarde sur ton téléphone si t'as la possibilité de le faire plus rapidement que moi. Mais c'est celle qui joue dans The Big Lebowski aussi. C'est pour ça que j'ai un trou, mais tout le monde voit qui c'est, Ah j'espère. ouais, d'accord, OK. OK, OK. C'est, ah bah tiens. Oui, bah moi c'est pareil, tu vois? Attends, Les Sorcières d'Eastwick, oui. Mais, non, 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 en plus, Thelma et Louise, putain, c'est terrible ça, je connais que Ben elle. non, mais attends. Suzanne Sarandon, putain. Non, c'est pas Suzanne Sarandon, c'est Non, c'est moi pas qui me ça? trompe alors. C'est moi qui me trompe alors, elle est pas dans les sorcières d'Eastwick, c'est moi qui dis des conneries, tu vois, comme quoi. Attends, on va vérifier en direct. Moquez-vous de nous, là, ceux qui regardaient l'émission, parce que ça sera pas coupé, j'espère. Moquez-vous de Non, nous non. parce qu'on fait ce qu'on peut. Mais vous voyez, on peut pas tout avoir en tête non plus. C'est du live, c'est du live. Chacun en est là. Mais c'est Julianne Moore. Quelle honte! Ah, Julianne, bon d'accord. C'est Julianne Moore, mon amour. Oh là là, Oui, tout à autant fait. pour moi. Donc, Julianne Moore, Mémoire effacée, super rôle, super film. Et donc, il y a l'acteur qui joue dans The Wire, dont j'oublie le nom encore. Et ce mec-là, j'aimais bien le voir et ça me manquait parce qu'on le voit pas partout. Et puis après, je suis tombé sur la série et là, j'ai été rassasié ô combien de sa présence. Mais c'est souvent ça qui se crée, quoi. On se dit, putain, cet acteur, il est bien. Et c'est ça aussi pour ça que tu reviens au film. Moi, souvent, c'est ça. C'est à cause des acteurs tiers, des Mmh. acteurs qu'on voit au fond, des passages. Je me dis, ouais, mais il y a lui là-dedans, tu vois, j'ai envie de le fréquenter un peu. Et c'est Ouais, comme c'est ça ça. que, c'est pour ça aussi qu'on revient au film parfois, qui a un petit moyen, voilà. Donc voilà. Et puis, ce qu'on pourrait dire aussi sur l'échelle de Jacob, c'est que, alors il a influencé beaucoup, mais il a aussi des influences. Et l'influence reconnue et principale, c'est La rivière du hibou. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout. La rivière du hibou est un court-métrage de Robert Enrico, français, Mmh Enrico mh. Cocorico, et Mmh. c'est pas n'importe quel court-métrage, c'est un court-métrage qui date de 62, je crois, et c'est pas n'importe quel court-métrage parce que c'est un court-métrage, figure-toi, qui a eu la Palme d'Or en 62, la Palme d'Or du court-métrage. C'est pas rien. Mmh mh. Mais non seulement il a eu la Palme d'Or, mais il a réussi à faire un doublé exceptionnel, c'est qu'il a eu l'Oscar du court-métrage en 64. Ah ouais, Ça, c'est pas mal. ouais. Pour un film français notamment. Donc, et en fait, l'échelle du hibou, on parle exactement de la même chose. Pour le coup, comme on a spoilé l'échelle de Jacob, je ne vais pas spoiler le court métrage la rivière du hibou. La rivière du La bout. Mmh. rivière du hibou, c'est 28 minutes et je ne vais non plus ne pas le spoiler pour toi. C'est 28 minutes. C'est compliqué à voir, mais vous pouvez le voir sur Vimeo. Je donne le tips. Vous pouvez voir sur Vimeo la rivière du hibou en bonne qualité en plus. OK. La rivière du hibou de Robert Enrico, c'est un film, un court métrage très beau, très intéressant, et c'est l'histoire de l'échelle de Jacob. Dans un autre OK. contexte évidemment, dans une autre époque, mais c'est exactement ça. Et c'est donc une des influences assumées de ça. Et la rivière du hibou, donc c'est la Palme d'Or 62, l'Oscar 64 du court métrage. Je crois que c'est court métrage tourné avec des scènes extérieures ou un truc comme ça. Enfin bref, l'Oscar quand Mmh. même. Et Mmh. ce qui est marrant aussi, c'est que Rod Serling de la quatrième dimension a repris carrément La rivière du hibou, le Mmh mh. court-métrage, pour en faire un épisode de la quatrième dimension, ni plus ni moins. Saison 5, épisode 22. Malheureusement, il n'est pas sur le coffret DVD français connu. C'est Cette dommage ça. saison-là, comment que c'est dommage. La saison 5, je crois qu'il y a 35 épisodes sur le DVD. En réalité, elle en comporte 36 parce qu'il n'y a pas l'épisode 22. Ils ont été retitrés, renumérotés. Et donc, il n'y est pas certainement pour des questions de droit, hein.
en sortie Oui, j'imagine, ouais. française de DVD, mais La Rivière du Hibou donc est visible sur Vimeo, et ce qui prouve quand même le lien, tu vois, encore une fois, entre tout ça. Rod Serling qui voit La Rivière du Hibou, qui dit damn, c'est bien, et qui en Mmh. fait carrément, qui l'inclut à la quatrième dimension. C'est un film en noir et blanc, donc en plus. Et donc on est dans quelque chose quand même forcément qui me parle moi et qui Ouais. me et qui me conforte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que La Rivière du Hibou, ce film-là est lui-même l'adaptation de quelque chose. Et là, on parle d'un livre, une nouvelle en l'occurrence, de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Ambrose Bierce. Si vous ne connaissez pas Ambrose Bierce, je vous encourage encore une fois à vous renseigner sur Ambrose Bierce, car il a posé des jalons, des récits fantastiques, bizarres, noirs, parfois d'humour noir. Mais en tout cas, c'est un écrivain à côté duquel on ne peut pas passer à côté quand on s'interroge sur les choses, etc. La nouvelle qui a été adaptée s'appelle An Occurrence at Owl Creek. Donc Owl Creek, la crique du hibou, la crique ouais, de la chouette. Mmh. Et en français, je crois que c'est ce qui se passe ça sur le pont de Owl Creek. C'est une nouvelle qu'on trouve dans les recueils de nouvelles qui sont édités de manière un peu différente d'Ambrose Bierce. Et Ambrose Bierce, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on retrouve la trace, la marque, l'influence et l'empreinte d'Ambrose Bierce dans autre chose de très intéressant, dans le concept de Carcosa. Et si je dis Carcosa, déjà frémissent ceux qui savent à quoi je fais référence, d'une manière générale et d'une manière particulière à la saison 1 de True Detective, qui est une saison, qui est une série incroyable, notamment la saison 1, que moi j'affectionne particulièrement, très bien écrite, très bien mise en scène, très particulière, et qui fait pour le coup référence à une palanquée de symboliques, d'où qu'elles viennent. Et voilà, plongez-vous là-dedans, ça vaut vraiment le coup, et le jeu d'acteur est incroyable, et le scénario est incroyable. True Detective saison 1, Ambrose Bierce, Carcosa, j'en dis pas plus, Carcosa. Retenez ça. Plongez-vous là-dedans, lisez la nouvelle qui s'appelle Un habitant de Carcosa d'Ambrose Bierce. Et une fois que vous aurez pris ça dans la mouille, vous aurez ça, True Detective, et vous allez finir par, donc ça c'est Ambrose Bierce, hein, je le montre, Un habitant de Carcosa. Vous pouvez le trouver dans ce truc-là. C'est des contes noirs, c'est sorti chez Rivage. Et Un habitant de Carcosa, c'est la dernière nouvelle du livre, pour bien vous finir. Et une fois que vous aurez pris ça, vous aurez compris ça, vous aurez regardé True Detective, évidemment, vous ne pourrez pas passer à côté de ceci, qui est Le Roi en jaune de Robert W. Chambers, qui est un récit qui avait la réputation sombre et sinistre d'apporter la mélancolie à ceux qui en prenaient connaissance. Il règne, autour de ce récit, de nombreuses légendes, une forme de malédiction, quelque chose de particulier. Et on en revient encore au passage entre les mondes, à la communication éthérique d'un univers à un autre, sans qu'on puisse le reconnaître et qui pourtant sont perméables. Les mondes et l'entremonde est poreux. Et ceux-ci sont des vaisseaux pour pouvoir les explorer. S'y perdre, de toute façon, on s'y perd. Mais en tout cas, on a au moins un schéma pour essayer d'en comprendre le contour des arcanes. Et pas juste se le prendre comme un train lancé à 200 km/h dans le front. Mmh. Voilà. Ça marche. Bah, Voilà, écoute, voilà. merci pour toutes les recos, c'est super intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Moi le Je t'en premier prie. pour le coup. Je t'en prie, je t'en prie. Juste une petite, chose, moi, sur la dernière chose que j'avais notée, par rapport au film, de l'échelle de Jacob, c'est que c'était une production Carolco. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Alors Ouais. parle-nous de Carolco. Alors ça, On voit le c'est logo, des quand tu le dis, on voit le logo, Carolco. exactement, on voit le logo et c'est vrai que souvent on voit les noms passer, heu, au début des films avec marqué Vajna et Kassar. Tu vois, par exemple, ça, c'est 2 noms qu'on voit souvent passer sur des bons films d'action Mhm. des bonnes années. Alors Carolco, c'est une boîte qui a tourné de 76 à 95 et qui nous a offert pas mal de petites choses comme bah, la trilogie Rambo, par exemple. Ouais, Par exemple. c'est pas Total, rien. Total Recall. Terminator 2, juste. Ouais, juste. Juste. En passant.
Universal Soldier, Cliffhanger, Stargate, Double Détente, enfin il y en a énormément, de films cultes, de ces années-là et donc voilà, Carolco qui nous a offert, tout ça. Donc je tenais Ouais. à le souligner parce que c'est vrai que c'est des noms qu'on voit souvent passer dans ces films. Moi, je vois ça depuis que je suis gosse et à chaque fois je me disais, «Ah, Vajna Kassar, ça doit être ça doit être bien du coup». Tu vois? C'est un peu un truc de quelque part un gage de qualité, tu vois? Alors Ouais, absolument. Non, non, c'est vrai que j'ai pas c'est vu une tout ce qu'ils ont produit, hein, mais c'est vrai que quand je voyais ce nom-là, je me disais, tu vois, il y avait un côté un peu rassurant. exactement. Bah oui, c'est comme c'est comme les maisons d'édition, c'est comme, C'est c'est ça. voilà, c'est ce genre de prod effectivement, ça te comme tu dis, c'est quelque chose de rassurant. Ça t'offre un petit gage, de se dire: «Ah, puis ça devient ton ambiance à force», tu vois? Tu dis: «Ah, bah là, je vais regarder» et C'est c'est bien ça. parce que les éditeurs qui arrivent à se créer un pédigré comme ça, c'est aussi tout à leur honneur, quoi, tu vois? Ah bah, ouais, bah, c'est pas mal. Ils ont quand même marqué, Eh oui. plusieurs décennies avec ce qu'ils ont produit, donc c'est clair. Exactement, par les choix qu'ils font, ouais. Oui, oui, Mmh. on manque aujourd'hui d'écuries comme ça, ouais, on est dans un temps différent, bien différent même, mais c'est vrai qu'on manque Bah, tu as moins qu'avant, ouais, effectivement. Tu as, ah, c'est plus pareil, mais tu en as quand même Blumhouse ou évidemment, des trucs comme ça, mais ouais, je pense à A24 évidemment, oui, voilà, 24, ouais. voilà, même Monkey Paw, Ouais, pour, Jordan Peele Jordan Peele, évidemment. ouais. Bon ça Mmh. c'est pour ne citer que eux dans le cinéma, là tout de suite ce qui me vient à l'esprit dans les gros trucs. Tu as d'autres évidemment, mais oui, mais d'une manière contemporaine, c'est vrai que c'est moins juicy, c'est moins cheesy qu'à l'époque, tout ça. Là, c'est dommage. Mais bon, écoute, moi, je vais pas jouer comme d'habitude le grain, enfin comme ce qu'on essaie de m'attribuer, le grincheux ou le passéiste, mais simplement, voilà, par rapport à ce qu'on aime et aux éléments des choses qu'on aime qui sont mis en place dans l'univers qu'on aime aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus dur de s'y retrouver et la grille de lecture est peut-être moins claire, mais bon, on trouve toujours de quoi nourrir notre univers et notre imaginaire. Oui, 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 mais on a quand même la chance d'avoir une époque où, notamment avec les systèmes de crowdfunding ou ce genre de choses, on a certains projets qu'on n'aurait jamais vus, voir le jour et qui maintenant, grâce au crowdfunding, ce genre de choses qui ont pu quand même, se trouver un public, se trouver, une communauté, et donc voilà, c'est cool. Absolument, tu as tout à fait raison. Et beh, écoute, c'est tout ce que j'avais noté moi autour de ce film. Bah, moi aussi, je pense qu'on a fait, relativement le tour, voilà. Voyez ce film, découvrez-le, ne le prenez pas à la légère, respectez-le et il vous apportera quelque chose et ça vaut vraiment le coup. L'échelle de Jacob avec Tim Robbins, réalisé par Adrian Lyne, voyez-le. Ouais, il restera avec vous, pendant un bon moment, je pense. Il va vous accompagner, un bon moment. Bah, écoute, merci à toi, d'être venu, pour me parrainer dans Bah, ce écoute, 1er épisode et puis me faire avec découvrir grand ce film plaisir. aussi parce que Avec grand c'était plaisir, hein. Merci de m'avoir invité et puis, bah, encore une fois ravi d'avoir défriché un peu le terrain pour les autres qui j'espère, donneront des émissions, très intéressantes et dans lesquelles on va avoir l'occasion de découvrir des choses. bah, écoute, en tout cas, oui, l'objectif, c'est tout comme toujours depuis le début, hein, de ce que j'ai lancé, c'est de prendre du plaisir, voilà et d'échanger entre passionnés, pour des passionnés, donc Exactement. voilà. Bon, en tout cas, de toutes les références, que tu as données, je les mettrai dans les descriptions de Oui, l'épisode, je vais et t'envoyer ça, puis, ouais. de là, je vais aussi mettre les liens vers ton travail à toi, personnellement. Voilà, que les gens OK, puissent aller, parfait. découvrir un petit peu, ta plume également. Donc là, bah, ouais, pour, rapidement faire un tour de l'actualité, donc La Flip, vous pouvez toujours voir les vidéos La Flip qui sont des histoires courtes, urbaines et organiques sur YouTube. Il y a 2 saisons. Vous pouvez, lire Les Mardis de l'ombre, chaque mardi sur Mmh. mon Instagram, Jethrobar, Jethro plus loin Bare. Chaque mardi, vous avez le droit à une micro-nouvelle, étrange, bizarre et qui vous plonge dans l'ombre et la suite arrive bientôt. Pour l'instant, je suis sur plusieurs choses. Heu, je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes à venir. Je manque de temps. Heu, la vie personnelle et ce qu'on essaie de faire créativement est toujours difficile à concilier parce qu'il faut, je me nourris de choses, immatérielles, mais aussi de choses matérielles comme tout le monde et Et oui. hein, il faut mettre du pain dans sa bouche autant que du que des images dans sa tête et pour en ressortir quelque chose et donc tout ça est pas facile mais voilà, je suis là et bien là et vous aurez bientôt à lire et à voir de ma part et j'espère que tout ça trouvera un écho particulier dans vos esprits.
Bah, écoute, c'est tout ce qu'on souhaite, et notamment, bah, tous ceux qui ne connaîtraient pas encore, ton travail, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Vous allez voir, bah, c'est un univers, c'est un style, et ça devrait vous plaire. En tout cas, je m'en porte garant. Merci. Eh beh, écoutez, merci à vous, et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous.